démarrer. Bienvenue sur cette nouvelle conférence que je donne relative au café couple, que j'anime ici depuis moins 4-5 ans déjà. Et donc ce soir, le thème que je vous ai choisi, c'est sur l'impossible séparation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par les problématiques de séparation difficiles, compliquées, les allers-retours, la raison qui dit oui mais quand même je sais que je suis pas bien avec lui ou que vraiment ou avec elle et que ça dure mais je n'arrive pas à m'en séparer. Pourtant raisonnablement je devrais mais je n'y arrive pas. Alors on va examiner tout ça de plus près. Que se passe-t-il quand on décide de rompre? Quelles sont les bonnes raisons, les bonnes raisons et les mauvaises raisons qui font que on a envie de rompre? Pourquoi on rompt? Et puis aussi, ça sera intéressant de voir pourquoi c'est si difficile, pourquoi certains n'y arrivent pas, pourquoi ils rament tellement. Et puis, quand vraiment, à ce moment-là, la décision est prise, je vous ferai un petit développement aussi, c'est sur comment bien vivre une séparation. Même si je crois que j'avais déjà fait un travail sur la rupture amoureuse, je reviendrai sur les critères pour mener à bien une séparation, même si, voilà, c'est pas non plus la baguette magique, on le sait, ça se saurait si quelqu'un avait la baguette magique. Et d'un cas à l'autre, vraiment, c'est important pour moi, c'est de pas généraliser. C'est-à-dire, il n'y aurait pas des conseils à donner qui seraient bons pour tout le monde. Parce que chaque couple est différent, chaque relation est différente. Et donc, il y a des personnes pour qui il vaut mieux, une fois que vous avez, par exemple, rompu, bloquer, décider de plus se voir, vraiment de faire une vraie séparation et de ne plus avoir de nouvelles. Et puis pour d'autres, ça peut être intéressant, par exemple, de rester en amitié ou de faire durer le lien ou de faire des allers-retours. Donc c'est vraiment pas quelque chose de généraliste qu'il faut examiner. Vous pouvez vous mettre là ou là. C'est vrai que c'est au cas par cas quand même. Après, on peut dire que globalement, il y a quand même, pour bien vivre une séparation, il y a quand même des critères. Mais déjà, nous, on va s'intéresser à l'impossible séparation, c'est-à-dire toutes les relations que vous avez menées ou que vous menez, peut-être en ce moment, qui sont difficiles et sur lesquelles il y en a souvent un qui court derrière l'autre ou un qui subit une rupture, c'est-à-dire qu'il ne décide pas, c'est pas lui qui a l'impression d'avoir le contrôle, c'est l'autre qui a le contrôle. Et donc ça, c'est très désagréable. Première chose que je voulais explorer avec vous, je vous laisserai, vous pouvez interagir, mais selon, je pense que je peux aussi vous laisser la parole après un développement. Voilà, je vais plutôt développer, puis je vous laisserai un temps de questions-réponses. Alors, pourquoi on rompt? Pourquoi on rompt? Parce que, en général, on se sent insécurisé. Et souvent, c'est très lié au conflit et aux reproches. Quand il y a au début de la relation, bon, c'est la lune de miel, etc. Puis à un moment donné, on commence à se confronter à l'autre, à sa réalité, et on commence à déchanter, et vous le savez. Et puis à partir de là, il y a des illusions et puis les reproches. Les reproches arrivent. Et quand il y a des reproches, effectivement, très souvent, on oublie de faire circuler la tendresse, les compliments, ce qu'on appelle les signes de reconnaissance positifs. Donc à force d'exiger que l'autre soit différent, de lui faire des reproches, de ne plus accepter sa réalité, eh bien, on finit par avoir plein de conflits, beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions. Et tout ce qui circule, c'est vraiment tout ce qui est négatif. Il n'y a plus rien de positif qui circule. Donc au bout d'un moment, on se dit mais pourquoi je reste avec lui quoi, ou avec elle, ça n'a pas grand intérêt. Donc on se fait des reproches, ça va augmenter l'insécurité. Un couple ne peut pas se construire dans la durée avec un manque de sécurité et un manque de confiance. Il faut reconstruire, rebâtir, augmenter la sécurité. Et plus il y a des reproches, plus il y a des conflits, plus ça augmente l'insécurité. Donc ce qu'on fait, nous, les thérapeutes de couple, en général, ce qu'on fait, c'est de chercher à leur faire augmenter la sécurité entre eux plutôt qu'à enflammer sans arrêt et à faire augmenter l'insécurité. Donc ça, c'est une chose qu'on cherche à faire et à faire réfléchir les partenaires du couple sur
comment il peut rebâtir la confiance et augmenter la sécurité. Et ça, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Donc pourquoi on rompt? Parce qu'ils se sentent insécures, parce qu'il y a des prises de pouvoir. Souvent, il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre, ou ils sont tous les deux dans des prises de pouvoir l'un sur l'autre, et notamment à base de conflits, à base de j'ai raison, t'as tort. C'est souvent ça. Je veux, j'exige, des choses comme ça. Et puis, il y a un moment donné où on tente des choses et puis après on se résigne. Il y a la résignation qui apparaît, qui est avec beaucoup d'anticipation en général. C'est pour ça que les gens rompent. C'est parce qu'ils anticipent que de toute façon, ils connaissent leur partenaire et que ils savent qu'il ne va pas changer. Ils n'y croient plus au changement. Ils ont tenté plein de choses. Il n'y a rien qui marche. Donc, il y a la résignation. Je connais mon partenaire et à ce titre-là, il ne changera pas. Et puisqu'il ne changera pas, eh bien, il vaut mieux partir. Donc, il y a deux manières de partir d'une relation, soit en mode fuite, soit en mode attaque. Donc, en mode fuite, c'est le passif-agressif. C'est celui qui ne déclare pas vraiment tout haut tout ce qu'il pense tout bas, mais petit à petit, il a déjà désinvesti la relation en mode, ce que j'avais appelé le planqué de l'amour, en mode je suis plus vraiment là. Ça fait déjà peut-être 6 mois, 1 an que je suis déjà plus dans la relation, mais je suis quand même là parce que j'ai peur de partir. En fait, c'est la peur de perdre qui fait que les gens ne se séparent pas. C'est ce qui les maintient. Et l'autre manière d'attaquer, l'autre manière de rester dans le lien, c'est l'attaque. C'est je suis agressif, je fais des reproches, j'attaque, je revendique, j'exige, je lâche rien, je veux que tu changes. Donc le vouloir obtenir un changement sur l'autre, en général, ça fait fuir l'autre. Donc ça augmente l'inflammation et voilà, et donc ça n'arrange pas parce que les reproches augmentent sans arrêt. C'est terrible. C'est ce que disait Marshall Rosenberg sur la communication en mode chacal. Donc quand on en est là, et c'est souvent les couples, quand ils arrivent en thérapie, ils n'arrêtent pas de se mettre sur la tête. Ils n'arrivent plus à parler avec empathie. C'est juste impossible pour le langage girafe. Ce que disait le langage non violent et le langage dit adulte. Bâti sur des faits, c'est compliqué quand il y a beaucoup de conflits et de reproches. On n'arrive plus à parler en mode adulte, on parle avec beaucoup de parents persécuteurs, de critiques, de jugements, d'exigences. Bref, on enflamme en fait. Et ça, c'est sur un terrain enflammé, on continue d'augmenter l'insécurité, c'est terrible. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pourquoi on rompt? Parce qu'on se sent trop insécure et qu'on se dit c'est pas le bon partenaire, c'est un mauvais partenaire. Donc ici, il y a une projection d'un bon ou d'un mauvais partenaire. Je vous mettrai ça après. Et on se dit, souvent on projette que l'autre est une mauvaise personne, elle n'est pas assez bonne pour nous, et donc on va avoir envie de quitter le navire. Et les postures internes, donc ce sont des postures en général soit de mépris, ce qu'on appelle la posture OK plus moins en analyse transactionnelle. Moi je suis OK, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un de bien et l'autre est une mauvaise personne, donc je la rejette. Soit une posture OK moins moins, qui est plutôt une posture dépressive. Moi je suis pas OK, moi aussi, parce qu'il y a aussi souvent dans les problèmes de séparation difficiles et impossibles, on peut aussi se blâmer beaucoup en se disant soi-même oui, mais c'est moi qui fais faux ici, c'est moi qui fais pas correct. Et ça sera plutôt le profil de l'altruiste qui va se dire comme ça, je n'ai pas le droit d'obtenir ce dont j'ai besoin, je n'identifie pas mes besoins et je n'ai pas le droit d'avoir ce que je veux, donc il vaut mieux rester avec cette personne parce que de toute façon c'est mieux que je mérite pas mieux en fait. Je vis avec peu et donc je ne tolère pas l'abondance et je n'imagine pas que j'ai le droit à l'abondance. Et donc à ce titre-là, l'altruiste, lui, souvent, il va se dire c'est moi qui fais faux, c'est moi qui fais pas correct et je préfère rester avec cette personne. Je sais ce que j'ai, dit-il, et je ne sais pas, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Donc voilà, et vous savez que la peur de l'inconnu est énorme en général. Il y a des personnes qui ont très très peur du changement parce qu'elles n'imaginent même pas elles font pas confiance en l'avenir, elles se disent je sais même pas qu'est-ce que ça pourrait devenir. Donc à ce titre-là, je ne vais pas rompre, je préfère rester, me maintenir dans une situation pourrie avec un partenaire qui ne me correspond pas ou qui me maltraite, par exemple, plutôt que d'envisager un départ.
Donc c'est des postures, ça, moins plus ou moins moins. Moins moins, c'est vraiment la dépressive. Et moi, je ne vaux rien, et l'autre ne vaut rien. Donc là, la personne va se maintenir dans la relation, mais elle va perdre beaucoup d'énergie. À quoi on voit que, justement, quel est le curseur, vous allez me dire, pour voir à quel moment on décide d'envisager une séparation qui soit saine, c'est quand, effectivement, la relation vous prend beaucoup plus d'énergie que ça n'en vous donne. Et encore, ce que je dis n'est pas non plus à prendre en généralité, pas comme une vérité, c'est pas un absolu, parce qu'en fait, il faut que ceci dure sur un certain temps. Donc parce que si c'est temporaire, bon, c'est normal que parfois il y a des moments où la relation qui dure depuis 5, 6, 7 ans, il y a des moments où ça vous peut prendre de l'énergie, il y a des crises dans la relation, c'est pas toujours harmonieux, ça c'est normal. Par contre, quand ça dure presque un an, je dirais, hein, ça fait 1 an que ça vous prend de l'énergie et ça vous continue de vous prendre de l'énergie, il n'y a pas de remontée, hein, c'est que là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Pourquoi je me maintiens? Interrogez-vous sur pourquoi je me maintiens dans cette relation qui ne me fait pas du bien, sur laquelle je n'ai pas la main, je n'arrive pas à faire différent. Et en général, quand on accuse l'autre et qu'on projette que c'est l'autre qui est une mauvaise personne, ça ne va pas changer grand-chose. Vous allez voir d'ailleurs dans ce que je vais décliner tout à l'heure, c'est que le changement se fait en soi. C'est parce qu'on va changer des choses en nous ou une manière de voir différemment les choses que qu'on va soit faire en sorte que la relation soit différente. Vous allez changer l'autre, mais c'est pas vous qui changez l'autre, c'est votre manière de voir différemment en vous qui va créer des changements dans la relation. Mais vous n'avez pas les moyens de changer l'autre, hein, vous n'avez pas la baguette magique. Par contre, vous allez changer des choses en vous qui font que ça va remettre les pendules à l'heure. Donc, si la relation se remanie. Alors, ça, c'est pourquoi, la première, c'est pourquoi les gens rompent, hein, pourquoi ils ont envie de rompre. Ensuite, je vais parler des bonnes et des mauvaises décisions, hein. Je vais vous lire les idées d'un de mes profs en psychopatho qui s'appelle Christophe Marx, que je trouve bien. J'ai relu son article tout à l'heure et je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal ce qu'il a écrit. Je ne suis pas toujours d'accord, mais je trouve ça intéressant. Les bonnes et les mauvaises raisons, les mauvaises décisions de séparation. Il dit comme ça qu'un couple sur 2 se sépare avant 4 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent même avant 4 ans. Hein. On est de plus en plus dans l'éphémère. Hein. Donc, on a envie de faire des couples longue durée pour l'éternité, mais on n'y arrive pas. Hein. Le couple est en faillite en ce moment, c'est pas terrible. Et donc, il y a beaucoup de couples qui rêvent de fonctionner très longtemps, durablement, mais ils rament, quoi. Et ce que je dis souvent aux couples qui viennent en thérapie, je leur dis, mais c'est normal parce que c'est un chantier, quoi. Il faut que les 2 partenaires aient vraiment envie d'investir sur un travail de mise en conscience de leur dynamique inconsciente, de leur névrose, de leurs blessures. Il faut qu'ils aient envie d'investir à part égale en co-responsabilité. Ce qui se passe quand il y en a un qui accuse l'autre que l'autre a tort et que c'est lui qui a tous les torts et que moi je suis une oie blanche, j'ai aucun problème et l'autre a tous les problèmes, ça c'est juste pas possible. C'est toujours une co-responsabilité à 50-50. Toujours, toujours, toujours. Donc ça veut dire que celui qui accuse l'autre qu'il est allé à tout faux, c'est que quelque part, il ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité là-dedans. Et ça, c'est pas juste. Et donc ça va vraiment... parce que plus vous accablez l'autre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des défauts, hein, mais plus vous l'accablez, plus il va se défendre, hein, en fuite ou attaque. Et donc, à ce titre-là, ça va toujours enflammer. Et je vous rappelle que ce qui va faire la durabilité, en tout cas le dépassement des crises, c'est augmenter la sécurité, toujours c'est ce qu'on cherche, qui va créer, plus il y a de sécurité et plus il y aura de la confiance qui va revenir. Sinon, on ne fait pas couple. On ne peut pas faire couple longtemps, on fait couple éphémère. Voilà. Alors, il disait comme ça, voilà les mauvaises décisions, les faux semblants, les mauvais prétextes pour lesquels on se sépare. Et on entend ça souvent, hein, c'est on s'entend plus, on s'entendait bien, on s'aimait, hein, on s'entend plus, alors on se sépare. Non, c'est vrai qu'il le dit très bien, je trouve que c'est très juste. C'est normal, s'entendre est le résultat d'une longue négociation, c'est pas une option garantie sur une facture intégrée à la livraison. Bah oui. C'est sûr que s'entendre, ça veut dire quoi? On ne peut pas s'entendre tout le temps, hein. Il y a des disharmonies, c'est comme dans une partition. Des fois, il y a des notes qui sont fausses. Et c'est normal parce que il y a des moments où il faut négocier avec son partenaire. Mes besoins
ne sont pas forcément les mêmes que les tiens au même moment. Et donc, à ce titre-là, il va y avoir des désaccords, des décalages de besoins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met sur la tête et on dit on s'entend plus, on se quitte? Ou est-ce qu'on essaye de réguler ou de mettre en clarté mes besoins, tes besoins, les différences de nos besoins, et qu'est-ce qu'on peut ajuster ou pas? Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, dans ce qui est négociable, ça veut dire qu'est-ce que je peux lâcher, qui est possible de lâcher pour moi et qui me coûte pas cher. Qu'est-ce que je ne peux pas lâcher? Qu'est-ce qui est non négociable, qui va fixer les limites? Et ce qui est non négociable, si vous n'êtes pas en clarté sur qu'est-ce qui est non négociable pour vous, ben, vous allez être bien embêté. Hein, mais dire on s'entend plus comme dire on s'aime plus, on se quitte, mais c'est n'importe quoi. À chaque fois, je reprends les gens qui me disent bah oui, mais bon, on s'entend plus. Bah oui, forcément, si vous êtes en mode reproche dans la communication, il y a un problème de communication, il n'y a pas autre chose que ça. Donc c'est la communication qui a travaillé entre vous. Et pas autre chose. Mais c'est pas parce qu'on s'entend plus qu'on doit se quitter, quoi. Et de nouveau, c'est souvent une problématique autour des besoins. Si ce que je viens de vous dire, si mes besoins ne sont pas en accord avec les tiens, bah forcément, il va y avoir des problématiques de conflit. Deuxième mauvais prétexte, c'est on n'a pas les mêmes points communs. On n'a plus les mêmes points communs. Bah oui, on avait des systèmes de valeurs qui peuvent être différents. Et ce qui est normal, puisque le couple célèbre la différence, la complémentarité. On ne célèbre pas la gémelléité. Ça n'a pas d'intérêt de prendre votre double. Vous allez faire avec votre double. C'est sympathique, on se comprend à mi-mot, mais après, vous en faites quoi de votre double? Donc, c'est intéressant de fonctionner, de relationner avec des personnes qui sont extrêmement différentes de vous. En général, c'est comme ça qu'on s'attire, mais après, c'est sûr que vous pouvez avoir aussi des différences de points communs, des différences de valeurs. C'est ce qu'il dit, hein, c'est sur la gestion des différences que se constitue le couple. Pour les points communs, il y a les copains, les copines, voilà, vous n'avez pas besoin du couple pour les points communs. On pourrait dire jusque-là. Il faut un minimum, alors je dirais un bémol, il faut un minimum de points communs, parce que si vous aimez les randonnées, les sorties, le ciné, etc., c'est mieux de se mettre avec des gens qui, qui ont à peu près les mêmes goûts que vous. Mais en même temps, votre partenaire n'est pas là pour avoir exactement les mêmes valeurs que vous, et les mêmes opinions, et les mêmes distractions, et les mêmes goûts. Ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que si vous attendez trop que votre partenaire partage tout avec vous, vous allez être déçu. Il n'y a pas besoin de tout partager. Si vous aimez la rando et lui, il aime le ski, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes sports ensemble. Hein, vous pouvez justement avoir des espaces séparés. C'est d'ailleurs ce qui va aérer et rendre plus facile votre relation. C'est quand vous commencez à accepter le fait que vous n'avez pas forcément les mêmes points communs et que vous gagnez en autonomie. Vous ne faites pas tout ensemble. Il y a des choses qui sont très... tout, que ce soit même vos opinions, vous n'êtes pas obligé d'être toujours avec le même cercle d'amis qui est le cercle d'amis de votre partenaire. Il n'y a pas d'obligation du tout. Au contraire, c'est beaucoup plus sain que chacun ait son propre réseau relationnel et que vous aviez des choses en commun. Il n'y a pas besoin de mettre tout en commun et de croire qu'il faut que tous nos points communs, qu'on ait énormément de points communs pour rester ensemble. Non, la différence, c'est la construction du couple. On va s'ajuster à partir de la différence et on va pouvoir faire couple à partir de nos différences, à condition de prendre en charge, de vous sentir responsable de vos goûts, vos préférences, vos besoins, de vos envies, qui ne sont pas forcément les mêmes que lui ou qu'elle. Et ben c'est très bien. Vous avez tout un cercle d'amis à vous. Si vous voulez faire du ski, qu'elle ne veut pas, et ben elle veut pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de partir avec elle. Hein. Ou lui, ben voilà. Autre point qui est un mauvais prétexte, on est d'accord sur rien, on s'engueule tout le temps. Alors, j'ai dit, oui, quand il y a trop de reproches et une communication qui est trop en mode chacal, bon, là, en général, ça va vraiment enflammer. Maintenant, on ne peut pas, ceux qui sont dans la lignée des bisounours et qui ont l'impression que voilà, le couple, ça doit être très paisible et très calme et très harmonieux, ça n'existe pas non plus. Le couple, c'est aussi la réponse d'attaque. Plus que la réponse du fuite, c'est quand même mieux d'oser se confronter à l'autre par moment. Je ne dis pas tout le temps, c'est pas non plus un lieu d'agressivité et de violence, c'est pas non plus ça. Mais il y a une nuance aussi à tenir, qui est que quand on ne cherche pas les conflits, quand on évite les conflits et qu'on est en mode apaisé, arrondir les angles, toujours ne pas dire grand-chose, ne pas dire vraiment ce qu'on pense, s'adapter, etc., c'est mauvais. À un moment donné, il faut aussi oser la confrontation, c'est-à-dire dire honnêtement ce qu'on pense, se mettre en clarté, et aller au combat, quoi, aller s'opposer.
aller dire franchement ce qu'on pense, au lieu de faire des cachotteries ou de vouloir toujours arranger. Ça va pas forcément être gagnant-gagnant, hein, dans la relation. Je m'ennuie avec l'autre. Alors c'est pour ça que je veux me séparer. Donc, on sait que l'ennui est en nous. Ben, ça c'est vrai. On ne peut pas s'ennuyer avec quelqu'un. Si vous ennuyez avec quelqu'un, c'est que vous n'avez pas conscience qu'en fait, ça part d'un endroit de vous, vous êtes vide. Et c'est vous qui êtes vide en fait. Et vous reprochez à l'autre que à cause de lui vous ennuyez. Ben, ça c'est complètement faux. En fait, c'est l'ennui, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous fasciner par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et que vous ne savez pas reprendre votre responsabilité en main de comment je fais pour ne pas m'ennuyer partout où je suis. Alors, le partenaire, il y est pour rien, hein, dans l'ennui, hein. Ça, c'est votre problème à vous, hein. Je rappelle le postulat d'autonomie chez l'adulte quand même à ce propos, qui est « je suis entièrement responsable de mes actes à 100%, de mes pensées, de mes émotions, de mes opinions ». Voilà. Si tant est qu'on pense qu'on a le libre arbitre, qu'on n'est pas prédéterminé. Mais si vous êtes dans le mouvement qui croit au libre arbitre, un tantinet, alors à ce moment-là, on reprend la notion de responsabilité, que chacun est responsable pour lui, de ses opinions, ses pensées, ses sentiments. Donc on ne peut pas reprocher à l'autre qu'à cause de lui, on s'ennuie. Non, on peut regarder qu'on s'ennuie à cause de nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas se fasciner par nous-mêmes, par ce qui se passe, voilà, on ne sait pas ne pas s'ennuyer avec l'autre, c'est notre problème à nous, c'est pas l'autre, hein. Alors ensuite, on n'a pas de désir pour... ça, c'est aussi souvent, les gens, ils se séparent. Ils disent, c'est pas possible, il n'y a plus de désir, donc hop, séparons-nous. Et ça sera l'affaire peut-être d'une autre conférence qui est, est-ce que la sexualité est-il le ciment du couple? Pas forcément. Donc déjà, là, c'est pas vrai. C'est une fausse raison aussi, hein. Souvent, les problématiques de désir apparaissent de manque de désir d'un des deux partenaires. C'est souvent la conséquence de conflits ou c'est souvent la conséquence de troubles de l'attachement, c'est-à-dire on va transférer que notre partenaire c'est papa ou maman, donc il y a de l'énergie mère ou de l'énergie père, et du coup ça fait basculer, ça fait effondrer le désir. Donc dans les couples longue durée, c'est très très fréquent qu'il y ait des problématiques de non-désir qu'il n'y a pas dans les couples éphémères. Parce que dans le couple éphémère, il n'y a pas d'enjeu. On est libre, l'autre ne nous connaît pas, on n'est pas très attaché, donc on se sent libre. Avec un couple durable, il y a des problématiques d'attachement primaire, c'est-à-dire à papa-maman, enfin primaire, c'est-à-dire ce qui renvoie à la relation primaire papa-maman. Et donc, il y a beaucoup de psychologiques dans l'air et qui ne sont pas conscientisés. Et c'est ce qui, en général, va provoquer les problématiques de perte de désir chez l'un des partenaires. Et ça va bloquer des deux côtés. Bon, donc ça, c'est à examiner. Souvent, on l'examine en thérapie. C'est quoi les blocages psychologiques qui sont à l'origine des problèmes de désir? Mais on se quitte parce qu'il n'y a plus de désir. C'est un peu neuneux aussi, hein. De nouveau, ça ne suffit pas pour partir et se séparer. Il faut aller un peu plus loin, voir de quoi il retourne, qu'est-ce qui se passe. C'est tout de suite un peu surfait, quoi, hein. On se sépare parce qu'on s'ennuie, on se sépare parce qu'il n'y a pas de désir, on se sépare parce qu'on s'entend plus, on se sépare parce qu'on s'aime plus. C'est un peu immature, quoi. Allez regarder plus loin, derrière les apparences, qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes de chacun. Il est allé voir ailleurs. Alors ça, c'est aussi... Ah oui, ça, c'est une des causes des séparations les plus fréquentes, hein. La plupart des gens se séparent à cause de l'infidélité. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous le dis, parce que c'est ce qui est dit. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, de nouveau, moi, je trouve, et je suis assez d'accord avec lui, que ce n'est pas suffisant. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, lui, il dit... Christophe, il dit alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il en est revenu dans les deux sens du terme. Il a menti, la belle affaire, oui, le mensonge, hein, la belle affaire, comment faire autrement pour conserver son jardin secret? Que celui qui n'a jamais menti jette la première anathème, et puis que puis-je apprendre de cette blessure narcissique? C'est assez juste, hein, je trouve, hein. Bon, après, à vous de voir selon votre système de valeurs, mais... Bon, la plupart, il y a quand même 70% des personnes qui se trompent en sous-marin, ça vous le savez, c'est pas nouveau, en tout cas qui affirment au moins avoir une fois dans leur vie avoir trompé leur partenaire sans que l'autre le sache, donc avoir menti.
C'est un classique. Donc, et alors? Bon, et après, est-ce que ça vaut la peine d'en faire ou pas toute une histoire de trahison, selon vos blessures ou pas? Qu'est-ce que vous avez envie de remanier? Alors évidemment, si c'est une histoire ponctuelle, moi je vous dis pas si c'est tout le temps, il y a peut-être quelque chose à regarder. Mais si une infidélité est ponctuelle, peut-être ça parle aussi, on l'avait vu dans d'autres conférences que j'avais menées, ça peut parler aussi d'un problème, je me sens pas assez vivant, je me sens pas assez... oui, je m'éteins dans cette relation. Hein, je m'éteins dans la relation, je m'éteins dans la logistique. Je ne me rends plus responsable de ma joie de vivre. Je ne me rends plus assez heureuse. Et donc, à ce titre-là, je suis infidèle parce que comme ça, je m'éclate ailleurs. Mais au moins, je me sens vivant. Hein. Voilà. Donc, ça suffit pas pour se séparer, de se dire, bon, il y a eu une infidélité, au revoir, ciao, on s'en va. C'est un drame. Et voilà. C'est intéressant d'aller voir un peu plus loin que le bout de son nez. Moi, je trouve. Je désespère de le changer, de la changer. Bah oui, le couple, c'est pas fait pour changer l'autre. Hein. Alors, c'est pas l'idée. On n'est pas là pour changer l'autre ni son comportement. Sauf s'il a moins de 8 ans et c'est votre gosse. Donc là, c'est normal que, oui, vous pouvez avoir envie de changer votre enfant, mais votre partenaire, c'est pas une bonne idée. Plus vous avez, d'ailleurs, regardez, plus vous avez envie de le changer, enfin, genre, faut que tu changes, sinon je te menace de te quitter. Moi, ça marche. Hein. Donc, c'est trop brut, c'est brutal. C'est un besoin de contrôler. Et ça marche très mal, ça. Hein. Par contre, vous pouvez communiquer en disant, voilà, moi, j'ai besoin, ce que je ressens, c'est de la frustration. Et moi, mon besoin, où je me sens pas assez soutenue. Et voilà, j'aimerais bien que vous faites des demandes. Mais faire une demande, ça veut pas dire considérer que l'autre doit changer. Et qu'il doit répondre oui à vos attentes. Il me prend pour sa mère, elle me prend pour un gamin et donc je veux partir de la relation. Non, là il le dit, moi je suis assez d'accord. Transformer le couple en remake de l'enfance, c'est une mauvaise limonade. Bonne occasion de grandir et de ne pas rentrer dans le jeu. Pas facile, d'accord, mais la séparation pour ce motif laisse toujours la situation en l'état, prête à se renouveler dans la prochaine union. Et oui, quand vous êtes dans des relations symbiotiques, il me prend pour sa mère, il me prend pour un gamin, très souvent, voilà, ça signale parce que je parle de relations symbiotiques, hein, il y en a un qui joue aux parents et l'autre à l'enfant. Et donc, c'est pas une bonne idée de ne pas aller regarder quelle est ma part et quelle est ta part, parce que sinon, si vous vous quittez à cause de ça, la prochaine relation, vous remettez ça sur le tapis, ça va rien changer en fait. Il faut regarder un peu plus loin. Pourquoi on fait ça ? Car il fait rien à la maison, elle prend. Ça aussi, on entend souvent. Hein. Bon, je le quitte parce qu'elle fait rien à la maison, ou il fait rien à la maison, et elle prend toute la place. Alors voilà, c'est normal, de nouveau, qui a prétendu qu'un couple, un groupe quelconque, pouvait vivre sans contrat, sans respect, sans négociation et sans confiance. Voilà. Le conjoint serait parfait ? Point d'interrogation. Non. Les gens ne sont pas parfaits. Les gens que vous choisissez sont limités. Donc, théoriquement, vous savez, parce qu'à chaque fois que j'ai des personnes en thérapie, elles me disent toujours, je sais que c'est normal, c'est pas le prince charmant, je sais qu'il n'est pas parfait. Mais en fait, dans les faits, non. En pratique, elle n'accepte pas qu'il ne soit pas parfait et que la personne en face ait des limites. Elle a des limites, ça veut dire qu'elle ne répond pas à vos besoins. Ok, quelles autres stratégies je peux avoir pour répondre à mes besoins ? Donc je me réapproprie ma responsabilité, mes besoins, plutôt que de projeter que c'est l'autre qui devrait répondre à tous mes besoins et qui devrait être parfait. Il est limité. Tous les êtres humains, ça c'est vraiment, je le remarque sans arrêt, en tout le travail que je fais avec mes patients, et même sur moi, l'autre est limité. Donc à un moment donné, soit vous faites un travail d'acceptation de l'autre, de le prendre à l'endroit où il est, avec ses limites, en prenant en charge la responsabilité d'assumer les endroits insatisfaits dans la relation. Avec d'autres stratégies, d'autres amis, d'autres personnes, vos chiens, vos chats, vos loisirs, enfin vous faites comme vous voulez, mais le partenaire n'est pas là pour répondre à tout, hein, à toutes vos attentes et tous vos souhaits et toutes vos satisfactions, il n'est pas parfait et c'est pas fait pour ça. On n'est plus dans cette époque antérieure où on prenait un partenaire pour la vie et on attendait tout de ce partenaire, ça marche plus du tout. Elle est plus mère que femme, il laisse tomber ses enfants. Donc ça aussi, hein, souvent on entend, le couple parental se superpose au couple amoureux. Voilà, donc ça crée, et c'est vrai que ça crée une situation complexe quand la femme devient plus mère que
que femme épouse, en fait, femme-femme. Et quand l'homme ne s'occupe pas assez des enfants, ça, c'est des reproches qu'on entend souvent. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est ça qui fait le couple, hein, c'est le charme du couple. Hein, c'est que ça marche pas de manière très harmonieuse. Donc, des fois, quand c'est trop galère comme ça, faites-vous aider. Parce que il y a des choses plus profondes qui se jouent, qui sont pas souvent vues en apparence. Donc l'autre ne comble pas mes besoins, bah oui, c'est normal, il n'est pas fait pour ça. C'est pas le but de l'opération, c'est pas son rôle. On le choisit pour être partenaire de nos désirs et le besoin a rien à voir là-dedans. Réfléchissez là-dessus, ça c'est très important. Le couple n'est pas là, c'est pas une nécessité. Vous n'utilisez pas l'autre par nécessité. C'est parce que c'est pas parce que vous avez besoin de l'autre que vous faites un couple. Vous faites un couple parce que vous avez envie de partager des choses avec lui. C'est pas du tout pareil. Pas la même chose. J'ai envie de partager des choses avec toi. Ça me fait plaisir. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour combler mes besoins. Non, alors là, ça marche pas. Là, vous partez dans le mur. Faites attention parce que c'est souvent une confusion très classique. Parce que quand on se met en couple, après on s'attache et on se dit, mais ce partenaire privilégié que j'ai choisi, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, donc il est censé me soutenir pour la vie. Il est censé être mon meilleur confident. Il est censé être mon meilleur amant. Il est censé être mon meilleur ami. Il est censé être celui qui s'occupe des tâches ménagères. Il est censé bricoler. Il est censé et la liste s'arrête jamais. Et non, voilà. Et donc non, c'est pas une nécessité. Si vous rendez l'autre indispensable à votre vie, c'est ce qui va créer le terrain de la dépendance affective et donc des problématiques des impossibles séparations. C'est justement parce que vous n'avez pas compris que on ne fait pas une relation, on ne met pas en place une relation par nécessité, par besoin, mais parce qu'on a simplement envie de partager des choses en commun. Et donc, on ne rend pas l'autre responsable de notre joie de vivre, de notre bonheur, tout simplement. Voilà. Il n'est pas là pour combler tout, quoi. J'ai beau le dire tout le temps, mais c'est marrant, à chaque fois que on vient de me consulter, c'est comme si c'est pas intégré, en fait. Donc, il y a cette confusion qui est, oui, on n'a pas besoin de l'autre. Normalement, si on va bien, on n'a pas besoin de l'autre, on peut faire seul. Et on peut utiliser la personne pas par besoin, mais parce qu'on a vraiment plaisir à partager quelque chose avec lui. Un point, c'est tout. Et si vous avez compris ça et vous l'avez intégré, franchement, ça va changer des choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit le problème posé par ça, hein. Alors oui. Alors, pourquoi les gens, si tous ces prétextes sont des alibis, hein, des prétextes, alors pourquoi les gens se séparent? Pourquoi ils divorcent? Et ça, je suis assez d'accord aussi avec ce qu'il dit, c'est parce que c'est inscrit dans notre scénario. Donc, c'est des raisons scénariques. Par exemple, on croit qu'on ne peut pas être aimé. Et donc, ou on ne mérite pas d'avoir ce qu'on veut. Donc, voilà, on va s'enfermer dans un truc comme ça. Et on va valider nos croyances. Je crois que je ne peux pas être aimée pour qui je suis. Donc, j'entretiens une relation où je me fais maltraiter, où je n'arrive pas à mettre mes limites, où je suis désespérée, etc. Hein, ça peut être souvent le cas. C'est ce qu'on appelle des décisions scénariques. Je renforce et je valide mes croyances. Tous les hommes sont des salauds et je m'arrange pour tomber sur des pervers, par exemple. C'est pas systématiquement le cas, mais en tout cas, je m'arrange pour tomber sur des mecs qui me maltraitent, par exemple, ou je me laisse maltraiter. Voilà. Ou des femmes, hein, ça peut être, je dis des hommes ou des femmes, peu importe. Voilà, donc quand c'est scénarique, souvent, on répète, et on voit pas qu'en fait, on valide nos scénarios. Et puis, la deuxième vraiment raison pour laquelle les gens divorcent, plus que ce qu'on ne croit, c'est parce qu'il y a un des deux partenaires qui, quand il y a des crises, met assez peu d'énergie au service du changement, au service de la relation. En général, quand il y a des crises, c'est pas loin du passage à l'acte. Passage à l'acte, c'est coup de théâtre. Brutalement, il y en a un qui fuit, soit qui rompt brutalement, sans voir venir le truc, où tu dis maintenant, avec tout ce que tu m'as fait, crac, 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 je m'en vais. Donc c'est souvent le passage à l'acte, c'est brutal, hein, c'est assez violent. Et il y a souvent du déni derrière. Bon. Et donc, si quand il y a des crises comme ça, les deux partenaires ne sont pas partants pour mettre autant d'énergie au service du changement, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas être tout seul dans le bateau, à vouloir que les choses avancent et changent.
Voilà. Donc et ça veut dire quoi, mettre de l'énergie au service du changement? Ça veut dire mettre de la conscience sur qu'est-ce qui est en train de se jouer entre toi et moi. Voilà. Et si la personne va vous dire, mais non, mais ça sert à rien d'aller voir un psy, ça sert à rien d'analyser, tu analyses tout, tu décortiques tout, ça sert à rien. De toute façon, c'est toi qui es complètement, tu fais tout faux, par exemple, et qui vous balance que c'est tout, tout vous, et lui, ou elle, c'est une oie blanche. Vous pouvez rien faire. Vous êtes tout seul dans le bateau et vous n'allez pas avancer. C'est-à-dire que l'autre n'est pas capable de mettre de la conscience sur ce qui se passe pour avancer avec vous. Il n'y a pas de partenaire, en fait, vous êtes tout seul. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais l'amour n'a rien à voir. Le terme je l'aime, il m'aime, non, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que je suis capable de mettre de la conscience sur ce qui se passe, même sans jugement, pour aller voir les problématiques inconscientes qui s'y jouent, pour dénouer ça et avoir envie de reprendre chacun sa responsabilité, se réapproprier sa part, plutôt que de blâmer, d'accuser et de continuer à se dire c'est toi qui fais faux, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas si fréquent que ça, de trouver en même temps 2 partenaires qui ont envie de voir leur part, d'être co-responsables et d'avancer ensemble, de mettre de la lumière sur qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes psychologiques en jeu. Voilà. C'est pas si fréquent que ça. Très souvent, il y en a un qui se retrouve tout seul, qui veut avancer, et l'autre pas. Et l'autre qui n'a pas envie. Alors s'il n'a pas envie, il vaut mieux lâcher. Lâcher prise, comme on dit. Parce que sinon, vous êtes seul sur un bateau, il n'y a déjà plus personne, il est déjà parti. Alors vous avez beau idéaliser les bons moments que vous avez, mais il n'était pas là dans les cas de crise. Comment on sait qu'un couple peut perdurer? C'est quand il y a les moments de crise. Quand tout va bien, tout va bien. On veut dire, ah bah oui, tout va bien. Ça ne veut rien dire. Quand tout va bien, ça ne présage pas d'une relation durable. Quand tout va bien, c'est une relation éphémère. La relation durable, elle se cristallise à partir des crises. Voilà. Et si les 2 partenaires ont envie d'avancer ensemble, qui sont capables de mettre de la conscience, de faire un travail introspectif chacun, de ne pas s'accuser en disant c'est toi qui fais faux, on a chacun notre part, etc. Et on voit comment on peut négocier des choses ou pas, à ce moment-là, on peut avancer sur les crises. Mais sinon, ça ne va pas le faire. Parce qu'on va parler d'une impossible séparation. Et si justement, ça c'est important de le comprendre, parce que si vous êtes tout seul dans le bateau, que l'autre n'a pas envie de faire un effort ou n'est pas capable, n'a pas la compétence pour mettre de la conscience sur ce qui se joue en lui, vous pouvez beau l'aimer jusqu'à demain, vous êtes tout seul. Donc ça sert à rien de faire des allers-retours, de le reprendre s'il revient. C'est ce qu'on dit souvent, est-ce que je dois récupérer mon ex s'il me rappelle? Par exemple, ça c'est des cas, s'il revient parce que d'un coup il sent que son agenda est vide et qu'il s'ennuie et que vous êtes le repère de sécurité et qu'il revient pour vous utiliser en termes de distraction, et que de toute façon vous savez que c'est pas quelqu'un qui met de la conscience sur ce qui se passe, peut-être c'est peine perdue, quoi. À quoi ça sert? Par contre, si c'est un partenaire effectivement qui fait son travail propre, qui évolue sur lui, qui est en partenariat là-dessus, peut-être ça peut être intéressant. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est au cas par cas. On ne peut pas généraliser, parce que dans les coachs, souvent j'entends beaucoup de coachs qui disent comme ça, oui, est-ce que vous les femmes, si votre ex, il a rompu, donc vous subissez une rupture, et donc ensuite il vient sonner à votre porte, il fait toc toc, il veut vous récupérer, donc non, surtout ne le reprenez pas, c'est une mauvaise idée, parce que à ce moment-là vous allez perdre de l'énergie, c'est pas rationnel, c'est pas une bonne idée, il fait ça parce qu'il vous utilise pour son vide et son ennui. Donc, non, il faut le bloquer pendant au moins 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Surtout, ne lâchez rien. Moi, je mets des bémols. Je dis pourquoi pas, ça dépend, c'est toujours au cas par cas. Pourquoi pas, si l'autre ne met pas justement de l'énergie au service du changement, peut-être il vaut mieux effectivement, si vous êtes déjà tout seul dans le bateau, c'est peut-être pas la peine d'insister. Maintenant, voilà, vous voyez, si vous avez un partenaire intelligent au sens maturité affective, maturité intellectuelle aussi, avoir compris certaines choses sur soi, de voir que voilà, on n'a pas toujours le contrôle, on est beaucoup conditionné, on fait pas exprès, et que mes besoins sont pas les mêmes que les tiens, et j'ai pas besoin d'accuser le monde entier pour ça, quoi. Voilà. Alors voilà, ça c'était pourquoi les bonnes et les mauvaises décisions. Ensuite, je continue, puis après je vous laisserai un peu la parole. Là, j'ai fini là-dessus.
Hum, Pourquoi Ça, c'est pas mal quand je fais des trucs. Hop, le truc s'arrête pas. Bon, ça va s'arrêter tout seul. Pourquoi on n'arrive pas à l'impossible séparation? C'est on n'arrive pas à rompre. On a envie, on n'y arrive pas. Alors, en général, les causes qui sont invoquées souvent, c'est la peur de la peur de la solitude. C'est le plus grand truc qui vient en premier. Hein. Pourquoi j'arrive pas à rompre alors que je me dis que c'est pas une bonne idée, ce serait mieux que je rompe. Peur de la solitude, c'est vraiment le gros facteur généraliste, en général qui fait que les gens n'arrivent pas à rompre. Ils vont toucher le vide en fait, hein, toucher la solitude. Le vide, c'est une solitude compliquée et qui n'est pas appréciée en général. Un célibat, retourner au célibat. Oh là là, ça fait par exemple 10, 15 ans, 20 ans que je suis ou 12 ans ou 5 ans que je suis en relation avec cette personne. Oh, me retrouver célibataire, dans la jungle des célibataires. Oh là là, au secours quoi. Donc, je ne dis pas pour tout le monde, mais il y a certains qui fonctionnent comme ça, et qui se disent ça, et qui se disent mieux vaut rester, au lieu de se dire mieux vaut être seul que mal accompagné, ils vont se dire mieux vaut être mal accompagné que seul. Donc, mais c'est souvent un facteur. Je travaille énormément sur le sentiment de sécurité intérieure qui est en lien avec la peur de la solitude. Quand on ne se sent pas sécure à l'intérieur de soi, on va demander de la sécurité à l'extérieur, donc au partenaire et au couple. Et c'est peine perdue, c'est prendre un mur à chaque fois. Et ce qui va être important, c'est d'augmenter son sentiment de sécurité intérieure et notamment sa gestion de la solitude. Parce que la solitude, il y a quand même pas mal de personnes. Enfin, il y a des personnes qui peuvent la vivre de manière assez heureuse. Hein, mais c'est un courage. Hein, c'est le courage de prendre en main, de prendre en charge. D'assumer ses désirs, d'assumer ses besoins, de découvrir des stratégies nouvelles, tisser des nouveaux liens, trouver des nouvelles activités. En fait, c'est découvrir qui vous êtes vraiment, indépendamment d'un partenaire. Qui je suis, quelle est ma couleur, quelle est ma singularité, qu'est-ce qui fait moi, quelle est ma différence avec les autres. Voilà. Et donc, une fois que vous vous connaissez mieux, vous savez qui vous êtes, vous trouvez des options pour vous rendre heureux, indépendamment de quiconque. Mais ça, c'est un vrai boulot. Il faut retrousser ses manches. Hein. C'est pas évident. Tant que vous avez peur de la solitude, vous avez peur de perdre l'autre. Et donc, vous avez du mal à rompre. Ça, c'est le coup classique. Hein. Donc, la peur de la solitude. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rompre? On se convainc que ça va s'arranger, le fameux espoir qui tue. Hein. On se dit, bah oui, là, ça va pas du tout. Ça fait un moment, mais bon... je sais pas, c'est l'espoir en fait. Hein, mais ça, bon, je développe pas, je l'ai déjà développé maintes et maintes fois. Croire que ça va s'arranger alors qu'on fait pas grand-chose pour que ça s'arrange en plus, on passe son temps à se faire des reproches. Bon, ça va pas s'arranger tout seul. Hein. Voilà. Et qu'on négocie pas. Alors oui, croire que ça va s'arranger et qu'on n'est pas en capacité de mettre sur le tapis ce qui est négociable et ce qui n'est pas négociable, ça c'est vraiment compliqué. C'est peine perdue. On reste pour les enfants. Hein, ça peut. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent rester pour les enfants. D'autres qui restent pour l'argent, par sécurité et confort matériel. Ça peut être fréquent. Donc, on est sur des problématiques de peur ou des représentations. Je me représente que si j'assume toute seule les enfants, si je suis une femme, ça va être très difficile, je vais jamais m'en sortir, ou les enfants vont être malheureux parce que les enfants, moi-même par exemple, ça peut être mes parents ont divorcé quand j'étais petite ou petit, et donc à ce titre-là, il faut pas que mon couple divorce parce que moi j'étais malheureuse à cause du divorce de mes parents, donc il faut pas que ce schéma se répète, et donc à ce titre-là, je vais penser ou croire que c'est mieux pour les enfants que je reste. Bon, ça c'est un truc classique aussi, on entend souvent ça. Donc ces choix-là sont pas toujours adaptés. Ça veut pas dire, ça dépend, c'est de nouveau au cas par cas. Rester pour les enfants, c'est s'il y a vraiment des conflits et qu'on est en maltraitance ou en négligence ou en oubli de soi, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que les enfants, ils en pâtissent énormément. Ils entendent les conflits, ils sentent que les parents ne s'entendent pas, qu'ils font genre. Des fois, ils vivent sous le même toit, vous avez déjà vu certainement. Ils font chambre à part et pendant des années, ils font de la colocation de parents en fait. Mais bon, parfois c'est peut-être mieux, mais c'est de nouveau au cas par cas de voir si les parents peuvent se séparer.
Et de ne pas faire durer comme ça, juste pour les enfants, ça peut être un prétexte, hein. On a peur de ne pas s'assumer, de ne pas savoir se rendre heureux, et donc on reste soi-disant ensemble pour les parents. Pendant 1 an ou 2, on reste sous le même toit, dans chacun chambre à part, dans un coin de la maison, et on fait genre on est ensemble. Alors les enfants, ils ont bon dos là-dedans, hein, mais c'est pas forcément une bonne idée. C'est souvent une manière de ne pas s'assumer, de ne pas prendre sa responsabilité. On est souvent confronté sur ces problématiques de peur de la solitude derrière, hein. Derrière ces prétextes d'enfants, d'après ce que je vois, c'est souvent ça. Donc les enfants, on met en avant les enfants, ça peut être le manque d'argent. Souvent, c'est des couples qui ont duré pendant longtemps. Il y a la peur de quitter le confort matériel, ou par exemple pour les femmes plus âgées de se dire oh là là, mais je vais être dans une misère moi si je romps, si je pars, comment je vais faire pour ma retraite, j'aurai vraiment pas de sous, alors que là j'avais quand même un certain confort, je vais jamais pouvoir retrouver du boulot, mais comment je vais faire, hein, voilà. Donc toutes ces peurs, toutes ces appréhensions, tant qu'elles n'ont pas été vraiment confrontées dans le réel, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai peur de ne pas gagner assez ma vie ou d'avoir assez d'argent à ma retraite, sans mon mari ou sans voilà, est-ce que je peux être capable de tenir un budget, par exemple, entrée-sortie? Parce que là, on est plus en contact avec la réalité. Les peurs, c'est souvent interprétatif et fantasmatique. C'est l'imaginaire, les peurs. Donc, quand on les confronte au réel, elles retombent en général. Donc, par exemple, ici, est-ce que je sais faire un budget? De quoi combien j'ai besoin par mois, concrètement, hein, pour tenir la route si je me sépare de cet homme avec qui j'ai vécu pendant 20 ans. Voilà. Et en général, quand on commence à savoir faire un budget, on arrête de s'effrayer et on tient ses comptes et on est capable, parce qu'on est grand et responsable, de tenir ses comptes et de savoir faire un budget et de minimiser ses besoins, faire avec peut-être quelque chose de moins luxueux, mais d'avoir un minimum de confort quand même. Voilà. En général, c'est quand même le cas. Mais restez pour l'argent, si vous le faites, hein, si vous restez pour l'argent et le confort et la sécurité, en général, ça va faire diminuer votre estime de vous-même, parce que bon, c'est ce qu'on appelle la prostitution, hein, vous restez pour le fric, mais pourquoi pas, hein. Et bah oui, quelque part, si vous y réfléchissez bien, c'est quand même vrai. Et puis, mais il y a des couples comme ça. Un jour, je ferai une conférence sur les couples. Les contrats comme ça de couples qui sont des couples raisonnables par rapport à des couples passionnels. Dans les couples de raison, il y a des contrats qui sont passés. Bon, je reste avec toi pour le fric, parce que tu as le pognon et que ça m'arrange d'être dans le luxe. Donc je joue à la poule de luxe. Et en revanche, bah, toi, moi, je te donne mon affection, mon soutien. Voilà. Ça peut être des couples raisonnables comme ça, qui sont contractualisés là-dessus, et c'est assez clair. Chacun sait pourquoi il est avec l'autre. Et ça peut fonctionner comme ça, parce que le contrat est assez clair. Il est implicite, évidemment, hein, quand on se marie comme ça, on ne dit pas, tiens, moi, je me suis mis avec toi pour ton fric. Mais bon, l'autre n'est pas trop dupe, en général, il le sait. Et c'est des arrangements un peu à l'amiable, comme ça. Ça peut fonctionner, hein, d'ailleurs. Mais il y a moins d'attente, il n'y a pas d'attente sentimentale. Voilà, on ne va pas attendre trop de choses, parce que c'est une forme de prostitution. Mais pourquoi pas? Je veux dire, en même temps, ce que je suis en train de dire, c'est que si on reste pour l'argent, ça crée une estime de soi assez faible, ça diminue l'estime de soi et ça crée souvent une détestation du partenaire. Il est indispensable à votre vie. C'est comme si vous méconnaissez votre capacité de vous rendre autonome financièrement. Donc dès que vous perdez l'autonomie, rappelez-vous, vous rentrez dans les modalités de la dépendance affective, financière. Voilà. Vous rendez l'autre responsable de votre bonheur ou de votre sécurité, c'est mort. Vous partez dans le mur. Ça, c'est vraiment le pire qui puisse vous arriver, c'est de rendre l'autre indispensable à votre vie. Ne l'oubliez jamais. Donc, je ne suis pas en train de hisser le drapeau pour l'autonomie totale, c'est-à-dire l'indépendance à tout crin et rester tout seul dans votre coin et ne vous mettez pas en couple, hein, c'est pas ça que je veux dire. L'autonomie, c'est la capacité de faire sans et le plaisir de faire avec. Le plaisir de faire avec, mais pas une nécessité. Il n'est pas indispensable. C'est ça l'autonomie. Autre raison pour lesquelles on n'arrive pas à partir, c'est oui, comme j'ai dit, le divorce de ses parents. Ah oui, on a peur de reconnaître que
on avait fait un choix important, on s'est mis ensemble, c'était fabuleux, c'était l'homme de ma vie, c'était le choix de ma vie, etc. La super décision. Et puis j'ai investi, j'ai tellement investi. Et après il y a eu des crises, et on a investi, et on a dépassé les crises. Après tout ce qu'on a fait, on a retroussé nos manches, on va quand même pas se séparer, quoi. Donc des fois, c'est des facteurs comme ça qui font que on n'a pas envie de remettre ça en question. Arrivé à un certain âge, on se dit oh là là, j'ai peiné, c'était pénible, j'ai fait tellement d'efforts. Bon, allez, faisons encore un effort de plus. Donc là, c'est le message fait effort et c'est pas une bonne idée. Autre chose, pourquoi on lâche pas? Ah oui, la perte des repères. Ça, c'est très fréquent. C'est que ce qui va être compliqué dans les séparations difficiles, comme ça, impossibles, c'est j'ai plein de repères avec cette personne. J'ai plein de repères, c'est-à-dire l'autre a accaparé ma gestion du temps, en fait. Le temps, c'est la principale ressource pour moi. Donc, vous êtes en couple et vous voyez fréquemment cette personne, elle est devant vos yeux, vous êtes distrait, elle vous accapare le champ. D'accord? Donc, vous avez des repères. Elle vous met des repères structurels. Cette personne disparaît, vous imaginez qu'elle va disparaître de votre vie, et donc à ce titre-là, vous perdez tous vos repères. Que vais-je faire de mon temps libre? Mon Dieu. Avec qui et quoi, comment je vais le consacrer? Donc on retourne à la solitude et au vide. À l'idée que je perds ce partenaire, je perds tous mes repères, et là, il y a une frousse terrible qui arrive. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est le chaos, parce qu'on connaît, on est familier avec nos repères, on a besoin d'ordre et de structure, on n'aime pas le chaos. Et souvent, quand on connaît bien quelqu'un et qu'on passe beaucoup de temps avec, d'un coup, qu'il parte de ma vie, ça change tous mes repères. Donc, quid du futur? Et la plupart d'entre nous, on est logés sur les peurs. Donc, on ne fait pas confiance à l'avenir. On anticipe que notre avenir va être terrible, quoi. Qu'il n'y aura pas des opportunités nouvelles, qu'on n'en sait rien, comme on ne connaît pas le futur. Mais on part de notre passé pour présager de notre futur. Donc, on anticipe que ça va être terrible, qu'il y aura le désert, qu'il n'y aura personne pour nous, qu'il n'y a pas d'abondance, que je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, on a du mal à s'imaginer un futur positif. Moi, je dis souvent pour des personnes que je rencontre et qui sont dans des problématiques de séparation hyper compliquées, qu'ils n'arrivent pas, mais qui se font du mal et qui s'entretiennent dans des situations de maltraitance. Pourquoi ils partent pas? Souvent parce que c'est des pertes de repères. J'ai passé toute ma vie avec cette personne, d'un coup, c'est l'effondrement. Voilà, je vais manquer de tout. Pas que de l'argent, je vais manquer. Il y en a une qui m'a dit l'autre jour. J'ai tout construit avec lui. Il m'accapare. Qu'est-ce que je fais quand je rentre du boulot? De 7 à 9, je suis avec lui. Après, je me couche tous les jours. Il m'accapare. Il m'accapare mon temps. Oui, j'ai dit très bien. Et alors? Ça va, ça tombait bien. Vous allez rentrer, vous aurez du silence. Voilà. Il n'y aura plus personne le soir après votre boulot pour vous accaparer. Donc, au lieu de faire des reproches comme quoi ça ne va pas, vous aurez du temps de libre. Vous allez en faire quoi? Et là, la frousse, quoi. Je perds mes repères, mais qu'est-ce que je vais faire de mon temps de libre? J'ai pas d'amis, j'aurai pas d'amis. On est dans le Covid, dans la période du Covid, il n'y a rien. Voilà. Donc, tout ça, c'est important d'examiner. Je ne suis pas en contact avec mon enfant libre. Et je ne sais pas parenter mon enfant libre. Parenter, ça veut dire utiliser mon parent nourricier pour écouter les envies et les besoins de mon enfant libre pour retrouver cette partie de la spontanéité de l'enfant. J'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de découvrir telle activité, j'ai envie d'aller développer mon réseau relationnel, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire mi. Voilà. Et donc, à force de perdre de l'énergie dans une relation, vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes plus en contact avec votre enfant libre. Et ça, c'est terrible. Et vous avez cette perte de repères. La séparation va passer par du tumulte, en général. C'est des moments de turbulence, c'est des moments de zone d'effondrement et des moments de zone de reconstruction. Voilà. C'est toujours comme ça. Donc, reconstruire, ça veut dire faire confiance en l'avenir. Que vous pouvez pas, vous maîtrisez pas tout. Il y aura des moments où il y aura des choses qui vont se passer. Vous n'avez pas la maîtrise sur ce qui va se passer dans le futur. Donc, c'est important aussi d'avoir une certaine confiance, de se dire... Je ne peux pas appréhender le futur maintenant à partir de ce qui se passe aujourd'hui parce que j'en sais rien du tout. Et peut-être que je vais faire des rencontres complètement imprévisibles et j'aurai donc d'autres repères.
Et ceux qui ont fait des deuils, des pertes et des deuils de partenaires amoureux, vous avez bien vu qu'à un moment donné, avec le temps, vous avez, je sais pas, vous vous êtes rencontrés différemment, vous avez rencontré d'autres parts de vous, vous avez rencontré d'autres personnes, voilà. Ok. Donc ça se fait quand même. Donc c'est important de voir, vous ne pouvez pas tout savoir sur le futur. Laissez ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien dans cette relation, vous êtes peut-être même très mal. Donc à un moment donné, si vous évaluez qu'il vaut mieux se séparer, peut-être, ok, il y a des pertes de repères, mais il y aura d'autres repères. Ok. On peut pas. La vie, c'est fluctuant, hein, c'est mouvant, hein, c'est pas rigide. Hein. C'est normal. Il y a pas de. C'est pas figé, hein, ça bouge tout le temps. Donc c'est normal que les choses vont et viennent. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se séparer? La blessure de l'abandon, ça je l'ai déjà dit, la peur du vide sentimental ou du vide sexuel, ça a été quand même assez souvent mon cas. Et de nouveau, donc pour ceux qui sont addicts aux émotions fortes et aux sensations fortes, bah forcément quand vous avez un partenaire avec qui il y a de la passion, vous prenez la tête, mais il y a une forme d'addiction à l'intensité. Donc après, vous êtes épuisé, mais quelque part, vous êtes addict à l'intensité. Il faut aller examiner ça. Il n'y a pas besoin d'intensité passionnata amoureuse pour aller bien dans la vie. Vous pouvez vous éloigner de ça. Comme l'addiction sexuelle, c'est pareil. C'est une manière de se sentir vivant, de se faire des shoots à l'intensité. Et voilà, il y a d'autres stratégies pour vous sentir vivant. Donc c'est intéressant d'examiner les addictions que vous avez. Parce que si vous maintenez dans les relations à cause de ça, c'est pas une bonne idée. Vous vous épuisez, vous fatiguez, vous faites des burn-out amoureux après. Donc c'est pas très terrible. Voilà. En gros, voilà. Alors, moi, ce que j'en pense de ça, maintenant, quand je vais faire après, je vous donnerai la parole, mais comment bien vivre une séparation sur ces histoires d'impossible séparation avec des allers-retours, etc., et on revient et on repart. À un moment donné, ça peut valoir la peine, effectivement, d'arrêter la relation. Mais comment bien vivre une séparation? Déjà, pour faire son deuil, ce qui va pas être... Bon, alors bloqué, pas bloqué, ça, j'en sais rien. Il y en a qui peuvent rester en amitié, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être OK. D'autres, c'est mieux pas. Mais la question qui se pose, c'est un travail de retournement. C'est, bon, moi, je me suis oubliée là-dedans. Hein. Je me suis perdue dans la relation, je me suis oubliée. Donc, il va vraiment falloir que je prenne ce temps de reconstruction, c'est-à-dire d'exploration de mes envies, de mes besoins et des parts que je ne connais pas de moi. D'explorer au fond qui je suis, indépendamment de l'autre, et de se faire confiance. Alors, on peut se faire aider par un thérapeute hein, quand on ne sait pas faire, ou pas, ou par des amis. Voilà, trouver vos soutiens et vos appuis. Et ça va être important justement de trouver vos appuis en vous, pas des appuis avec ce partenaire. C'est ça, souvent c'est trop appuyé sur l'autre, et du coup, on ne se fait pas confiance en soi. Donc, bien vivre une séparation, c'est faire ce travail de retour à soi. Hein. Est-ce que je peux redécouvrir des choses que je ne connais pas de moi-même, hein, des facettes de moi, des goûts, des couleurs, probablement des liens qui seraient bons d'avoir, de retisser, d'avoir mon tissu personnel qui s'étoffe un peu, parce que bien souvent, dans la relation, vous partagez beaucoup de choses avec l'autre et pas assez avec des amis, d'autres amis à vous. Vous faites trop de choses avec une personne. Donc, il va falloir trouver des options pour revenir à vos besoins qui étaient nourris à l'époque, par exemple des besoins de contact, des besoins de tendresse, des besoins d'échange, des besoins d'intimité, des besoins de soutien, des besoins, voilà, des choses comme ça, de partage. Donc ces besoins-là qui sont légitimes, qui sont humains, quelles autres stratégies je vais trouver maintenant, diverses et variées, par une et une seule stratégie, pour satisfaire et nourrir ces besoins? Et pas d'attendre d'une et une seule personne, un partenaire privilégié pour couvrir tous ces besoins. Ça, c'est là, vous êtes en mode dépendant affectif. Donc, la question va se poser, c'est, bon, je vais examiner tous les besoins que je pensais devoir être comblés par mon partenaire privilégié. Et au lieu d'attendre tout d'une personne, je vais les décliner, ces besoins, un par un, et je vais voir quelle stratégie peut nourrir, par exemple, le besoin de contact. Si c'est un besoin de contact physique, d'être touché, ça peut être de la tendresse, être pris dans les bras, très bien. Si c'est de la sensualité, très bien. Si c'est de la sexualité, très bien. On peut être toujours autonome partout. Se rendre autonome, c'est voir, ok, j'ai besoin d'être touché, je peux me faire masser. J'ai besoin de sensualité, je peux aller faire du travail en sensualité à droite à gauche. Enfin, il y a des ateliers sur la sensualité, sans sexualité. Il y a plein de stratégies que vous connaissez même pas. D'ailleurs, vous n'avez jamais entendu parler de stratégies pour nourrir des besoins.
Mais encore faut-il décliner tous les besoins qui étaient couverts, soi-disant, par la relation, et en général pas toujours couverts, parce que si vous aviez envie de quitter ce partenaire et que c'était plus possible, c'est qu'il y avait pas mal de besoins qui étaient insatisfaits chez vous, sinon vous n'aviez pas envie de le quitter. Donc, si vous hésitez entre le fait, bon, est-ce que je reste avec lui, est-ce que ça vaut la peine de me remettre éventuellement avec lui, de mettre de l'énergie au service de la relation ou de couper vraiment directement, franchement, faites une colonne, avantages, inconvénients de la relation, ça peut être pas mal, quand vous êtes en période instable comme ça. Alors, les avantages ou les besoins nourris dans la relation par cette personne, les inconvénients, voilà, les besoins non. En fait, les inconvénients, c'est les besoins non satisfaits. Les avantages, c'est les besoins satisfaits. En général, le problème est réglé comme ça. Donc, vous faites la colonne et vous allez vous réapproprier les besoins insatisfaits. Soit vous décidez de rester avec lui, de remettre une couche dans le comment on dit, remettre de l'huile dans le moteur et d'éventuellement de repartir avec cette personne qui est éventuellement votre ex, c'est-à-dire de faire un aller-retour, de reprendre ce partenaire en remaniant des choses. Et en général, le remaniement, on repart jamais sur les mêmes bases. Quand il y a vraiment une grosse crise, on repart pas sur les mêmes bases. Si vous repartez sur les mêmes bases qu'avant, ça recapote. Donc, c'est même pas la peine. Mais si vous faites un travail de remaniement, et le remaniement, il est chez soi, il n'est pas tellement chez l'autre, il est chez moi, je vais me réapproprier les besoins qui étaient insatisfaits par l'autre, que je lui reprochais qu'il ne satisfaisait pas. Par exemple, des besoins de soutien. Moi, c'était mon cas. Moi, j'ai trouvé que mon partenaire, il y a 1 an où j'étais malade, j'ai trouvé qu'il ne me soutenait pas. Je me suis arrangée maintenant, j'ai repris la relation avec lui. C'est pour ça que je fais ce soir le travail sur l'impossible séparation. C'est notre histoire. En général, je fais toujours les thèmes de mes conférences en lien avec ma vie. C'est pour ça que je ne vous prouve pas toujours, mais souvent. Donc, l'impossible séparation, c'est mes histoires d'aller-retour. Et j'ai vu combien, après tout le travail de thérapie que j'ai fait, parce que j'avais trouvé qu'il ne me soutenait pas assez quand j'étais malade, qu'il était limité, qu'il n'avait pas toujours les moyens de me soutenir et que du coup, j'ai trouvé d'autres stratégies pour mes besoins de soutien. Ou de ne pas être déçu, puisque je sais que si j'ai vraiment un problème grave, il ne sera pas forcément là. Et bien, c'est OK. Voilà. On travaille ici avec l'acceptation des limites. Donc, plutôt que d'avoir des représentations de personnes parfaites ou illimitées, ou une représentation du couple qui est complètement débile, qui est la représentation du couple du mariage traditionnel, en mode « oui, l'autre est là éternellement pour nous soutenir quoi qu'il arrive », par exemple, ou pour nous être fidèles, autre exemple. Bon, là, mettez le doigt dans l'œil comme ça, et donc ça peut être intéressant d'être beaucoup plus réaliste et pragmatique, et de se dire, bah, l'autre, il a ses moyens, il a ses limites, il n'est pas parfait. Est-ce que je peux faire avec sa réalité? Ça va être possible que c'est seulement si vous voyez d'un autre angle, c'est-à-dire vous reprenez chez vous la responsabilité de contacter cet enfant libre en vous et de vous rendre heureux en trouvant des stratégies diverses et variées, et pas une et une seule stratégie. Je répète, un seul partenaire sur qui vous attendez tout, vous mettez tout le panier sur une seule personne, évidemment, là, vous partez direct dans le mur. Un coup classique. C'est ce que font la plupart des gens, quand même. Donc, c'est normal qu'ils ont beaucoup de mal à tenir la route sur le long terme. Voilà. Donc, mon avis sur la question, comment bien vivre sur une séparation, ouais, c'est surtout un travail de revenir à soi, d'intériorisation, de récupérer sa vitalité. Ça se fait progressivement, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est apprendre à se connaître soi, ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait au moins sur 1 an en général. Donc, bon, voilà. De se découvrir en fait. Qui je suis si je ne suis pas amoureuse d'un autre, à qui je confie le pouvoir de me rendre bien, de me donner des choses. Donc j'arrête d'être fascinée en fait. Ce travail de fascination, c'est je vais me fasciner pour moi. Et quand je vois quelqu'un que j'aime, ou quand j'ai un partenaire amoureux, l'idée c'est pas de se perdre dans l'autre, c'est arrêter. C'est plutôt au moment où vous êtes, on dit souvent, c'est une clé du tantra, ça, au moment où vous rencontrez l'autre et que vous êtes joyeux de le retrouver un ami, le jour où vous retrouvez un ami, fondez-vous dans votre joie. Dans la joie de retrouver un ami, c'est ça la clé, fondez dans votre joie. Donc on rentre en soi, on ne va pas se perdre chez l'autre. On n'est pas là en mode je suis tellement contente, c'est grâce à toi, c'est parce que tu es là, que d'un coup tout va bien pour moi. Non, c'est pas grâce à toi. C'est parce que moi, je suis dans ma joie de te voir toi, que d'un coup, j'ai de la vitalité et de l'énergie. Mais c'est chez moi que ça se passe. Lui, il est support, il est vecteur de ça. Donc, c'est toujours un angle de retournement. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des impossibles séparations voilà. Sur ces... Oui, alors, attendez, pour parler, je vais vous donner le micro.
Il y a un micro public, il est là. Bouge pas. Hop. Voilà, c'est bon. Oui, en fait, c'est pas vraiment une question, mais un constat que je viens de faire là en vous écoutant. Quand vous disiez qu'en général, une grande majorité des couples se séparent au bout de 3-4 ans. Et Frédéric Lenoir, je pense que vous le connaissez, Oui. qui évoque le fait qu'en fait, au début d'une relation, il y a la passion amoureuse, Oui. qui est quelque chose d'extrêmement fort et Oui. qui dure Un 1, an. 2, 3, ça peut aller jusqu'à 3 maxi, Oui. suivant les couples. Oui. Et je me rends compte, là, avec ce que vous avez dit, que quand il y a la passion amoureuse, tout va bien. On n'a Oui. pas besoin de rien construire. Non. Et si on ne construit rien, Oui. au bout, dès que la passion se termine, c'est le clash. Tout à fait. Et on ne prend pas conscience de ça au départ. Oui. On ne va pas au conflit, on dit c'est pas grave, et on s'en fout, la passion est tellement forte, Tout à fait. on n'a pas besoin de créer des relations, de créer des discussions, de créer des choses ou des terrains de choses qu'on fait ensemble ou pas ensemble. On s'en fout complètement. On se laisse porter là. Et puis un jour, la passion s'arrête, tout se casse et on ne comprend pas. Ouais. Et justement, après avoir compris ça, je viens de me rendre compte de ça là ce soir. Donc c'est une bonne nouvelle, voilà. Oui. Mais ça, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres conférences, cette différence entre l'état amoureux, l'état passionnel et l'amour et la relation durable. Effectivement, s'il y a ces zones aveugles et que tu ne mets pas de la conscience sur le fait que c'est le moment de la lune de miel, et la lune de miel ou la passion, c'est une fusée, tu es en mode loukumisation. Merci d'éteindre vos téléphones. Tu es en mode loukoum, donc tu montes sur ton loukoum ou sur ta fusée avec l'autre, mais bon, c'est bien gentil, mais ça ne signale rien derrière. Ça ne veut pas du tout dire que ça va durer. Au contraire, ça veut peut-être dire que ça ne va pas durer. Parce que c'est un côté ado, quoi. C'est super sympa à vivre, mais c'est complètement projectif. Donc, et c'est pas du tout comme ça qu'on voit si un partenaire va durer avec les crises. Quand tout va bien, tout va bien. Hein. Il n'y a pas de problème, on est tous à baigne, on est transporté, on a de la chimie, des opiums, des opioïdes, tout ça, c'est waouh. C'est parfait, fondez-vous dans votre joie. Mais ça ne signale absolument pas d'un couple, ça veut rien dire du tout, c'est juste de l'éphémère. C'est sympathique, c'est charmant, c'est vibrant, c'est chouette. Il n'y a pas de problème, mais ça ne parle pas du tout d'un couple durable. Le couple durable se fonde sur les crises et les capacités de dépasser les crises ensemble. C'est tout, c'est quand ça va pas bien. C'est là où on voit comment ça va se passer. Quand ça va bien, c'est fun, quoi. Alors là, tant mieux. Hein. Et autre chose aussi, quand vous dites qu'il faut que la personne change, moi je me dis, est-ce qu'on peut vraiment changer les gens? Non, j'ai dit non. J'ai dit on n'a pas le moyen de changer. Vous avez donné une piste, je trouve. Déjà, changeons-nous, peut-être nous un peu, pour faire changer les autres. C'est complètement ça. Hein. Mais effectivement, quand on veut changer les choses, moi je pense qu'on ne peut pas changer les autres. Non, surtout ou alors, pas. s'ils vont le changer par amour ou parce qu'ils sentent qu'il va y avoir on va perdre quelque chose, ils vont le faire un moment, mais ça ne va pas durer dans le temps. Ça ne dure pas. Ça dure pas parce que, par exemple, sur les histoires d'exclusivité, pour donner des exemples concrets, y en a un qui veut la non-exclusivité et l'autre qui se range en disant non, qui veut l'exclusivité et l'autre qui n'est pas exclusive, qui se range dans le camp parce qu'il se dit sinon je vais te perdre. Donc plutôt que de te perdre, je me rends à ton camp. D'accord ? Il le fait sous la menace, c'est parce qu'il a peur de perdre. Ça dure un temps, ça dure pas longtemps. Parce que c'est pas vraiment. Il y a des parties de lui qui nient. Donc ça va le faire un moment. Donc c'est bien de ne pas être dupe. Ah oui, tant que la personne elle est dans la. Le truc c'est la peur de perdre. Si je le fais par peur de perdre, c'est que je suis insécurisée. Quand je suis insécurisée et que j'ai pas été voir ces parts insécurisées et que je me sens pas libre quelque part. Ça va durer sous la menace. Alors, c'est des couples qui sont c'est bancal, quoi. J'ai peur de te perdre, j'ai peur de te perdre. C'est deux enfants qui ont peur de se perdre. Bon, pas très mature, quoi. Et ça va être, on va le faire payer parce que tu sais bien comme moi que quand on a peur de perdre l'autre et qu'on se range dans le camp de l'autre, on s'adapte, on se nie et on fait des coups bas en sous-marin où on lui fait des reproches. On lui fait payer de toute façon parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas heureux. C'est pas du tout l'opération, c'est ce travail de je vais changer des choses en moi, voir les choses différemment, trouver des options différentes, élargir mes stratégies, mes options, pour enfin prendre la responsabilité de me rendre heureux. Mais c'est le seul travail, il n'y a pas tellement d'autres. Changer l'autre, vous changez l'autre, vous avez de l'influence sur l'autre quand vous avez changé des choses en vous. Là, il y a un pouvoir d'influence. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas changer. Mais comme vous voyez les choses autrement, par exemple, vous êtes plus autonome, donc vous dégagez plus de
d'énergie. Hein, vous êtes plus autonome, vous êtes sur votre bateau, donc vous allez bien, avec ou sans lui. Donc du coup, vous êtes plus attractif. Mais, donc il peut changer des choses ou avoir le désir de se rendre à votre camp parce que vous tenez la dragée haute. Parce que si vous êtes en mode impuissant, là, complètement dépendant, je te suivrai ou tu iras, j'irai, vous n'êtes pas sexy pour un sou. Hein. Et puis une dernière chose, quand vous parliez de oui, c'est une bonne maman, enfin, c'est un truc que j'ai remarqué, peut-être vous allez le confirmer. Souvent, lorsque le couple va pas bien, on va devenir une bonne maman pour compenser justement le fait qu'on n'est pas une bonne amante ou un bon père. Donc on va compenser un petit peu ce petit manque. Est-ce que tu peux fermer la porte pour le bruit qui va faire que la maman va devenir une super maman parce que c'est pas une super c'est pas une super amante quoi. Il peut y avoir j'avais pas pensé à ça, mais il peut y avoir des histoires de compensation effectivement. Je me juge comme étant pas une bonne amante, je suis pas désirable, je suis pas assez belle, je suis pas assez c'est pas quoi, il me désire pas, bref. Et donc je vais sublimer dans ma fonction mère par exemple. Il y a des problématiques qui sont complexes, hein, le couple c'est complexe, mais tant qu'on n'en parle pas, évidemment c'est la communication, le ciment c'est pas la sexualité, souvent je dis c'est la communication. Si on ne met pas de conscience, pour ça je parlais de mettre de la conscience, à partir de quel endroit je suis devenue une super maman, parce que justement je me trouvais pas assez, je trouvais que j'étais pas une assez bonne amante ou que j'étais pas assez désirable, ou voilà, donc j'ai fui dans la fonction mère. Et si c'est nommé, c'est à moitié résolu. C'est pas résolu parce que ça va pas se résoudre comme ça, mais au moins c'est conscientisé, sans jugement et nommé. C'est une façon d'être libre. Hein, de nouveau, dans le tantra, on le dit très bien. Moi, je suis aussi animatrice de stage dans le tantra. Il y a vraiment des clés qui sont extraordinaires on peut accompagner des gens dans le couple grâce à ça. C'est les 3 clés du tantra. Souvent, c'est conscience, non jugement, relaxation. Conscience, et on met de la conscience sur les phénomènes. Ça existe. Ceci est. Voilà, c'est ce qui est. Voilà, je suis partie dans la fonction mère parce que je me trouve pas désirable. Bon, ok, c'est comme ça. Il n'y a pas à juger, non jugement. Et rien que ça, des fois, ça se détend, quoi. De pouvoir nommer ça à livre ouvert, en authenticité, voilà, c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va chercher à résoudre le problème ou pas? Enfin bon, qu'est-ce qu'on en fait? Mais au moins être transparent par rapport à ce qui se passe, parce que c'est ça qui est là. Et c'est pas évident, tu vois. Des fois, il y a des personnes, elles le font, elles compensent, elles s'en rendent pas compte. Et elles le font parce qu'elles se disent j'ai pas le choix, c'est comme ça, faut que j'occupe mon temps, faut que je me valorise. Alors dans quoi je me valorise? La fonction mère, je suis une bonne mère, mais alors jamais assez bonne, mais quand même. Mais par contre, je suis pas une bonne amante, donc ou je suis pas assez jolie, ou je suis pas assez intelligente. Bon bref, on va trouver des trucs comme ça. En même temps, c'est dur de communiquer parce qu'on vit dans un monde où les gens ne réfléchissent plus beaucoup. Enfin bon, pas tous, ne généralise pas, parce qu'il y en a qui ont des petits yo-yo dans leur tête, ça dépend. Mais c'est vrai que moi qui suis quelqu'un qui parle beaucoup, d'ailleurs j'ai pris la parole, mais donc j'essaie souvent de débattre les idées avec les personnes et c'est extrêmement rare que j'arrive à convaincre une personne. C'est très difficile, les gens sont quand même très arrêtés sur leurs idées. Déjà, il faut avoir une capacité d'écoute. Il faut réfléchir, mais c'est quand même très difficile, je trouve, de communiquer. Chacun garde son idée. Et je trouve que les débats sont très stériles, je trouve. Alors, tu ne peux pas généraliser, mais c'est vrai que ça, c'est le point que j'avais dit qui était un des points cruciaux pour avancer dans un couple. C'est cette communication, et cette communication qui est importante, qui est je reprends ma part de responsabilité. C'est chez moi. C'est moi qui ressens de la frustration. C'est moi qui ressens des manques. Mes besoins ne sont pas comblés. C'est moi qui vis ça. Je ne vais pas t'accuser de quelque chose. C'est une capacité de se remettre en question et de mettre de la conscience chez soi. Donc, ok, tu es comme tu es, mais tu ne satisfais pas mes besoins. Bon, maintenant, je fais quoi de ça? Je t'en parle? Est-ce que c'est négociable? Est-ce que tu peux faire un pas vers moi ou pas? C'est comme ça qu'on devrait parler. Et chacun devrait reprendre la responsabilité de ce qu'il vit en lui, quoi. C'est extrêmement compliqué. C'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Déjà, c'est une éducation. Il faut avoir compris ce truc-là, il faut l'avoir pigé. Déjà, il y a plein de gens qui ne pigent pas. Et en plus, après, c'est une pratique. C'est vraiment se réapproprier ce qui se passe, c'est se sentir responsable en fait. C'est chez moi, c'est pas chez l'autre. L'autre, il est là, il passe par là, il est comme il est, il répond pas, il est pas dans ma direction, il va pas dans mon sens, il va pas dans mon sens. Je fais quoi? À part de lui mettre sur la tête et de l'accuser, c'est bien de le blâmer, mais ça va rien changer, ça va le mettre en système défensif, je l'ai dit ça. Donc c'est pas non plus une généralité, il y a des gens qui passent leur temps à tout analyser, c'est pas mieux non plus. C'est toujours les excès qui nuisent, hein. Entre ceux qui passent leur temps à parler sur la relation et qui vivent plus rien, et ceux qui savent pas communiquer, tu vois.
Bon, donc peut-être c'est important de te mettre avec des partenaires qui ont cette même compétence ou qui sont sur cette même valeur. Être capable de Voilà. définir ses besoins, c'est important, ouais. Bah oui, c'est essentiel. Ouais, ouais. Bah, le travail du couple, c'est le travail des besoins. Le travail du couple, c'est identifier ses besoins, avoir le droit d'identifier ses besoins, les reconnaître et de ne pas s'oublier et de pouvoir les nommer. Et de voir que l'autre n'est pas censé répondre à tous nos besoins, je l'ai dit. Hein. Il peut, c'est bien, il peut pas. Est-ce que c'est gérable pour moi ou pas gérable pour moi? Si c'est pas gérable, j'arrête. Il n'y a pas qu'une personne sur Terre. Alors vous allez me dire, il y en a qui me disent, ah oui, mais c'est pas facile. Bah, parce que je dis toujours, on n'est pas en pénurie, il y a quand même, on est quand même nombreux, donc c'est pas grave si vous remplacez pas. Effectivement, c'est plus facile quand on perd quelqu'un et on remplace direct. Ça fait partie des stratégies de remplacement. On se distrait. On se distrayait avec cette personne, il accaparait notre temps. Hop, il est plus dans ma vie, perte de repère. J'en mets un autre. Hop, en remplacement. Donc il est sous mes yeux. Donc effectivement, je suis beaucoup plus distraite, ce qui est sûr. Bon, ça règle pas tout. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment cette phase probablement de célibat et de solitude qui est je vais me connaître, moi. Je prends en charge mes besoins, mes envies, mes désirs. Plutôt que d'attendre qu'un remplace l'autre et que je répète. Mais pourquoi pas? Sachez que c'est une source de distraction. De toute façon, c'est une source de Mais on distraction. n'évolue pas. Et par des contre. fois, en même temps, des fois, ça facilite. Hein. On va pas jeter la pierre. Voilà, les histoires on fait comme on peut. Hein. Il y en a qui sont tellement mal en point que, ok, s'amuser un peu. Ça règle pas tout. C'est des sources de distraction. Voilà, mon avis sur la question. Ouais. Je vais essayer de... Parce que c'est très flou dans ma tête. Je vais essayer d'avoir une question qui soit une question. Disons que dans tout ce que vous dites, je pense que je me sens totalement paumée dans ma vie amoureuse. Je pense, là, je suis dans une relation un peu comme ça, là aussi, de séparation un peu impossible, entre guillemets. Parce que je ne sais pas si c'est une question de vouloir bien faire, mais j'ai l'impression que le couple, c'est très compliqué et c'est entre le piège abscon et les injonctions paradoxales. Je ne sais plus. On veut faire un couple qui dure et en même temps, voilà, je suis assez d'accord avec cette idée que vous avez déjà développée de dire, voilà, on est dans l'abondance et ça marche pas, on va pas se casser la tête indéfiniment avec quelqu'un avec qui on n'y arrive pas et on peut trouver quelqu'un d'autre, voilà, il n'y a pas mort d'homme entre guillemets de se séparer et en même temps on veut tous arriver à un moment changer de partenaire tout le temps, c'est aussi pas une solution. Comme vous dites, on se retrouve toujours avec les mêmes problématiques qui reviennent. Tout à fait. Et ce que je trouve difficile, c'est que voilà, d'un côté, j'ai l'impression qu'on est toujours deux gosses qui se rencontrent sur leur manque et leurs problèmes personnels inconscients qu'on essaie de régler avec l'autre. Et donc, du coup, c'est à la fois ce qui nous relie et à la fois ce qui nous sépare. Et en même temps, cette demande d'être autonome, de dire oui, voilà, il faut que chacun arrive à gérer ses problèmes pour soi. Mais du coup, en fait, pourquoi faire couple? Voilà, si on n'a pas besoin des autres, entre guillemets. Pour partager le bon, pour le plaisir de partager. Comme avec un ami, pour le plaisir de faire des choses avec, parce que tu as vraiment plaisir, ça te fait plaisir. Alors, et comment ça te fait plaisir? Tu le sais parce que tu fais le mieux, c'est de faire des propositions de choses que tu aimes faire. Par exemple, j'aime faire ce week-end, je vais faire de la danse, puis je vais aller faire de raquettes. Bon, est-ce que j'ai plaisir? Est-ce qu'il a envie de partager ça avec moi? Si il veut. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais c'est pas grave. Je ne suis pas obligée d'aller avec lui, tu comprends? C'est pas une nécessité. Oui, mais du coup, qu'est-ce qui fait que... Enfin, voilà, je trouve ça... je suis désolée, mais je trouve ça un peu léger. J'ai l'impression que... on dit qu'on ne doit pas avoir... qu'on doit pas essayer de combler ses besoins dans le couple. Oui. Mais en même temps, qui n'a pas d'attente dans le couple? Oui. Et est-ce que... pourquoi on fait couple si on n'a pas d'attente, en fait? Voilà. Alors, je vais répondre à ça. Ça, c'est intéressant. On ne peut pas ne pas avoir d'attente. Parce que les attentes sont vivantes. C'est humain. Les attentes, c'est le désir. Les désirs, c'est la tension du mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur, aller chercher quelque chose. D'accord? Satisfaire un besoin. Donc l'envie, c'est de capter. On va déclarer une stratégie. La stratégie couple est souvent la stratégie qui est élue par beaucoup de personnes pour aller chercher du soutien, pour aller chercher du contact, de la tendresse, de la sexualité. D'accord? On a l'impression que voilà, le couple, c'est la stratégie number one pour trouver tout ça. Erreur. C'est pas la stratégie, c'est une stratégie parmi d'autres. Et c'est normal d'avoir des attentes. Donc on ne peut pas ne pas avoir d'attentes. La première chose que tu peux faire, c'est d'examiner tes attentes.
C'est vivant, les attentes, sinon t'es morte. Pas d'attente, c'est électroencéphalogramme plat. Tu examines tes attentes, mais souvent les attentes sont trop élevées dans le couple. Tu vois, ouais, c'est trop. Il y a trop d'attentes sur une et une seule personne. Si il est là et que, par exemple, il est tout à fait présent, fiable, dans des moments de soutien où tu as besoin de toi, où tu as besoin de lui, il est là. Parfait. Il répond à tes attentes, nickel. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il ne répond pas à tes attentes de soutien ou de sexualité ou de tendresse ou de cadeaux ou de voyage ou je sais pas quoi, ou d'opinion politique ou n'importe quoi, il ne répond pas à tes attentes, c'est comme ça. Alors, est-ce que tu le jettes à la poubelle ou est-ce que tu diversifies tes stratégies pour avoir tes potes, tes amis, je sais pas quoi, tes cercles, tout ce que tu veux, pour ne pas attendre tout de l'autre, tu vois. Mais c'est normal d'avoir des attentes. Il y a attente et attente. C'est le curseur des attentes. Il faut qu'il réponde à un minimum. Et je ne dis même pas un minimum, c'est qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas. Parce que ce qui peut être, voilà, qu'est-ce qui n'est pas négociable pour moi, voilà, l'endroit où j'ai l'impression que c'est pas possible de rester avec cette personne parce que ça me met trop en stress, par exemple, ou c'est trop loin de mes valeurs et que je peux pas faire affaire avec ça. D'accord ? Donc là, c'est examiner vos limites. Voilà, mais tout le reste, ça peut être négociable. Voilà, on partage pas beaucoup de choses en commun, voilà, on partage pas beaucoup de choses en commun. Et alors, c'est pas grave. En quoi c'est un problème ? Pas obligé de tout partager en commun. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand on voit toute la liste des bonnes raisons de ne pas se séparer, Ouais. on se dit qu'on a, enfin moi je coche quasiment toutes les cases. Je me dis bon ben voilà, donc en fait en même temps si tu as fait voilà, t'as 5 ou 6 lignes en te disant oui alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À un moment, à partir de combien de mauvaises raisons ça devient une bonne raison, enfin c'est ça. Alors quand on se sépare. Après la séparation ou avant la séparation ? Ouais. Attends, passe-lui le micro parce qu'on va pas l'entendre sinon. Oui, c'est dans la caméra. Quand on gère enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il suffit de se séparer. Si jamais on n'a pas tous les besoins qui sont bon. Et pour les contraintes, comment on peut gérer les contraintes par rapport à ça ? Souvent, les couples, ils sont obligés de rester ensemble par rapport à des contraintes financières, professionnelles et surtout les enfants. Ben, c'est ce que j'ai dit. C'est souvent un des prétextes, c'est l'argent, c'est les enfants. On met souvent ça en avant. On dit on va pas se séparer à cause des enfants. On va pas se séparer parce que je vais pas réussir à gagner de l'argent, j'ai pas assez d'autonomie financière. Ce sont souvent des pas très bonnes raisons. On a vu ça au début. Et ça dépend au cas par cas, parce que parfois on peut sauver le couple ou les partenaires peuvent sauver leur couple en y voyant plus clair sur c'est quoi les dynamiques inconscientes qui se jouent, qui font qu'ils se mettent sur la tête. Mais c'est la raison invoquée qui ne suffit pas à dire on reste ensemble pour les enfants. Vous le savez, parce que vous l'avez probablement vécu ou été témoin de situations familiales où les parents restent pour les enfants. C'est souvent une catastrophe avec des conflits en veux-tu. Ils sont témoins de conflits, ils sont pris en otage, ils sont pris parti, etc. Ou alors ils voient leurs parents qui s'aiment pas du tout, qui se font la gueule, qui sont sur un étage au-dessous. Mais bon... je veux dire, une ambiance délétère. Donc pour les enfants, c'est pas forcément mieux. Aujourd'hui, majoritairement, il y a quand même tellement de divorces que la plupart, on le sait, dans les classes, il y a quand même plus d'enfants de divorcés que d'enfants de couples mariés, en fait. Donc, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. C'est pas que des traumatismes. Les enfants de parents divorcés ne sont pas tous traumatisés comme ça. Je pense qu'il y a quand même quelques répercussions sur les enfants. Mais il y a des répercussions aussi dans les couples où il y a énormément de conflits et les enfants restent parce que les parents ont décidé de rester ensemble à cause des enfants. Mais c'est au cas par cas parce que ça dépend des couples et ça dépend de la gravité de leur manière de fonctionner ensemble quand ils restent ensemble. On peut faire de la colocation et du partenariat de parents et être en bonne amitié et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Pourquoi pas rester ensemble à cause des enfants et jouer de la coloc parentale et chacun s'entend, on a ses cercles d'amis, on a ses cercles d'amoureux. Bon, ça peut aller. C'est la gravité de la relation. Si la relation est complètement conflictuelle, délétère, empoisonnée, pour les enfants, c'est un cauchemar pour eux.
Vous faites vivre des parents qui sont complètement dysfonctionnels, avec des relations pourries. Les enfants qui sont témoins de ça, il n'y a pas d'amour. C'est pas tranquille, c'est pas sécure pour des enfants. Et au mieux qu'ils se séparent à ce moment-là. Je vois le problème. Donc c'est au cas par cas. On peut pas, de nouveau, tu vois, il faut examiner de plus près, dans cette famille-là, la qualité relationnelle, jusqu'où elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Souvent, c'est la communication en général. Et puis l'autonomie en général. Il y a toujours des problèmes de dépendance affective, il y a des problèmes d'autonomie. Et c'est souvent, majoritairement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'ils partent dans des conflits. Voilà. Ouais, vas-y. Bonsoir. J'aurais voulu vous poser une question, savoir ce que vous pensez de certains couples qui, par le passé, ont subi des séparations, oui. Des couples mariés avec enfants, et qui ont rencontré de nouveau des personnes et qui ont décidé de vivre chacun chez soi et de vivre ensemble le meilleur de ce qu'ils peuvent vivre, la passion, le désir, de façon à ce que ça perdure dans leur couple. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de ces situations-là. Donc, je reprends, je reformule, c'est un couple qui s'est séparé, ils ont trouvé d'autres partenaires et ils sont encore ensemble quand même. Non. Non. plus... Comment? Non. Non, mais redites ce que vous avez dit. Non, je disais que plusieurs personnes, plusieurs couples qui ont subi des relations compliquées, qui ont divorcé, avec des passés un peu problématiques, ont voulu reconstruire quelque chose avec d'autres personnes, mais n'ont pas voulu repartir dans une vie de couple à la normale. Ah oui, c'est tout à fait classique. Chacun chez soi et Dieu pour tous. Et profite voilà. Oui. Bon, alors ça, c'est le classique de notre société occidentale aujourd'hui. On a fait des couples longs avec des enfants souvent, et ça finit par des divorces. Bon. Et donc, on a envie on appelle la serial monogame, on a envie de repartir dans un autre couple, on rencontre un autre partenaire, on se met en relation plus ou moins investie, d'ailleurs, ça dépend des gens, plus ou moins investie, plus ou moins engagée. Et on n'a pas forcément envie de vivre, surtout quand les enfants sont grands, de se remettre sous le même toit. Ça, c'est les modalités actuelles. Actuellement, on n'a pas beaucoup moins envie qu'avant, notamment les femmes, parce qu'elles sont autonomes financièrement, de se mettre sous le même toit pour refaire. Par exemple, pour les femmes, elles se disent « Oh là là, je me remets en couple avec un mec, il ne va pas faire les tâches ménagères, je vais me taper tout. Je connais, j'ai donné, oubliez-moi, je préfère rester chez moi et je le vois que pour les bons moments. » Par exemple, pour les femmes. Puis les hommes, ça va être, elle va m'encombrer, là, elle va m'envahir, je ne vais pas pouvoir faire mes sorties avec mes amis, elle va me prendre trop de place, là, oh là là, je préfère la voir que pour les bons moments. On entend effectivement que pour les bons moments. Ce sont des modalités qui sont pas du tout étonnantes, c'est pas du tout surprenant. On est dans une société d'épanouissement individuel, on veut le développement personnel, on veut s'épanouir, on veut son épanouissement individuel, donc on a envie de prendre que les bons moments. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense, c'est ce que je vis d'ailleurs. Je me suis longtemps tâtée sur la question en me disant, bon, est-ce que je me remets dans le même... La modalité, est-ce qu'on se remet sous le même toit? Est-ce que ça vaut la peine, pas vaut la peine? Et de nouveau, j'ai pas de réponse. Ça va être au cas par cas, en fonction du partenaire que tu rencontres. Il y a des partenaires avec qui ça va être très fluide de refaire un quotidien. Il y a des partenaires avec qui c'est moins fluide. En même temps, vous avez votre espace. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les systèmes. Donc, tu es chacun chez soi, donc tu reprends ton autonomie. Tu es obligé d'être confronté à ta solitude, du coup. Pour le coup, l'autre, il t'accapare pas du matin au soir parce qu'il n'est pas là. Donc, tu es obligé de refaire un cercle d'amis. Tu es obligé d'être beaucoup plus en mode autonomie, quand même. De compter moins sur l'autre. Ça a ses avantages. Est-ce que ça dure dans le temps, ça? Ça dure dans le temps? Ouais, ça peut durer. Aujourd'hui, c'est... Vous savez combien de temps vous faites ça? Moi, ça fait plus de... Oh putain, ça fait au moins 15 ans. Ah ouais. 15-20 ans. Et il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se sont séparés, effectivement, comme elle le dit, qui fonctionnent comme ça, qui n'ont plus du tout envie de se remettre sous le même toit. Souvent, alors après, selon les classes d'âge, les classes financières, si on n'a pas d'argent, on se remet sous le même toit par manque d'argent. Mais ceux qui ont les cadres moyens, souvent les cadres qui ont suffisamment d'autonomie financière, ils ne se remettent pas sous le même toit. C'est la modalité qui est la plus choisie aujourd'hui. Voilà, c'est effectivement ça. C'est choisi de manière consciente. On va se voir. On peut passer des moments chez toi, tu peux passer des moments chez moi. Puis sans compter les couples à distance aussi qui font ça, qui ne décident pas, qui préservent leur autonomie
et leur espace. Bon, c'est plus luxueux, mais néanmoins, voilà, c'est une modalité choisie. Je pense que c'est très in, hein, on est vraiment dans cette société d'épanouissement. On n'a pas envie de s'emmerder, entre guillemets, avec un autre que soi. Alors, l'inconvénient, qui est quand même, bon, on attend moins du partenaire, certes, mais en même temps... il y a un côté un peu léger, tu vois. Genre, j'attends moins de toi, mais enfin, prendre que le bon, c'est aussi un côté un peu ado comme ça. Je veux que le bon, je veux surtout pas m'embêter avec les crises, avec les problèmes. Et de toute façon, même si tu es à distance, même si tu es chacun chez toi, de toute façon, dans la relation, il va y avoir des problématiques de désaccord, de disharmonie. Que tu sois chez toi ou pas qu'il soit chez toi ou qu'il soit à distance, il y aura des moments disharmonieux. C'est normal. C'est légitime, ça a sa place. Les conflits ont leur place. Mais ça règle pas tout. Ça permet d'aller voir ailleurs sans se faire choper aussi, non? Oui, entre autres. Oui, ou bien sûr, il y a des avantages certains. Est-ce que les avantages ne sont pas aussi, quand il y a des crises, le fait d'avoir chacun son chez-soi et de pouvoir la gérer différemment et justement... Oui, avoir plus de recul. Oui, bien sûr. C'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que tu peux vachement imaginer tout, interpréter dans ta tête plein de trucs parce qu'il n'est pas là. Donc, s'il n'est pas en face de toi, quand il y a quelque chose qui te trotte dans ta tête, que tu le vois le soir, tu déballes. Là, il n'est pas là. Tu peux commencer à flipper sur les SMS si tu n'as pas répondu. Alors, ça veut dire qu'il est avec un tel, et peut-être qu'il pense que, et peut-être qu'il pense pas que. T'en sais rien, puisqu'il n'est pas là. Donc, du coup, c'est aussi sujet à imaginaire et interprétations diverses et variées, et souvent délirantes. Voilà. Donc, il y a toujours avantage, inconvénient, avantage. Moi, je ne sais pas, c'est en fait, de nouveau, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Je pense qu'on dit toujours aujourd'hui, le couple est à créer, à inventer. Chacun doit inventer son couple. Après, voilà, on observe dans les normes sociales, effectivement, que c'est cette modalité qui est la plus choisie aujourd'hui. Et même il y a des jeunes qui, aujourd'hui, préfèrent vivre chacun chez soi, Dieu pour tous, même avec des enfants, t'imagines. On va dans des choses beaucoup moins sentimentalisées. Il y a un mouvement de jeunes qui vont dans des expériences avec moins de sentiments, moins d'attentes, plus de pragmatisme d'ailleurs, qu'avant, que nous, dans notre époque, où c'était la romance pour l'éternité. Ça change. La relation amoureuse évolue, ouais. Parce que dans ce genre de relation, il y a quand même... Vous avez beaucoup parlé de sécurité, de sécure, de choses comme ça. Dans une relation qui est à la fois un peu séparée, la sécurité, elle n'existe pas. C'est pas vrai, parce que c'est l'histoire du doudou. Quand tu te mets, même si tu es chez toi et l'autre il est chez l'autre, quand tu sais que tu as un partenaire privilégié, il joue le rôle du doudou. Donc il joue le rôle de la sécurité. Que tu le veuilles ou non, tu transfères sur lui une image parentale. Sauf que tu n'es plus un bébé dépendant du parent. C'est le problème. Et à la fois, c'est charmant. Il y a toujours un petit enfant moi en nous qui aimerait tellement être soutenu, protégé, mais comblé, nani nana. Bon bref, c'est normal. Mais c'est à regarder. Tu pourras jamais être totalement sécure en toi à H24 et tu peux pas attendre non plus de la sécurité tout le temps de ton partenaire. Donc faut faire un entre-deux. Éviter de souffrir trop. Alors c'est ça ma réponse. Merci. De rien. Alors, j'ai vu que je dois arrêter. Donc, peut-être une dernière question. Ouais, vas-y. Merci. J'ai eu beaucoup d'échos concernant ce que vous disiez sur la communication qui serait au cœur des couples d'aujourd'hui. Pour moi, ouais. Et il y avait une interrogation. C'était... on a des couples dont vous aviez parlé. Les partenaires ne sont pas toujours enclin à se responsabiliser. Ouais. Et vous avez des situations où une des issues qui soulage énormément le partenaire qui est en attente, c'est une prise de conscience. Et vous n'avez pas aussi parlé des partenaires qui ont tendance à prendre la fuite face à la culpabilité ou aux reproches. Ma question était, de votre expérience de thérapeute, quel semble être le terreau le plus propice aux prises de conscience qui ne ressortent ni de la culpabilité, ni d'une forme de chantage? Quelles sont les prises de conscience les facteurs voir justement comment... Ouais, c'est ça qu'on fait travailler. On fait travailler sur j'ai de la culpabilité, de quel endroit ça part de moi que j'ai de la culpabilité? Qu'est-ce que je me raconte? C'est quoi mon discours interne? Je menace de partir, de quel endroit ça part de moi? Quelle est l'origine de ça?
Et là, on va examiner les raisons et on va examiner quel est le vrai problème, en fait. Souvent, il y a des zones de méconnaissance. On ne voit pas quel est le problème. On croit que l'autre, c'est le problème. Et on ne voit pas quel est le vrai problème. Et c'est souvent la peur de la solitude derrière. D'accord. Ma question était plus centrée sur, au-delà de forcer quelqu'un ou d'émettre la volonté que un aspect de la relation sera plus ou moins non négociable, qu'est-ce qui a tendance, selon votre expérience, à faire en sorte, sans parler de manipulation, qu'un partenaire se rende compte d'un aspect sous un autre angle et que de lui-même, sans être martelé d'un reproche, ressente plus quelque chose dans cette cour? De lui-même, non. Je ne suis pas sûre que quand il y a du déni, il y a du déni. Mais en lui parlant, en lui exprimant ce que vous avez compris, par exemple, un exemple. Tu n'es pas assez soutenant, par exemple. Tu n'es pas assez présent à moi, tu n'es pas attentionné, tu es sur ton ordi, etc. Donc, si vous le dites en mode « tu n'es pas assez ceci, cela », ça ne va pas plaire. Hein. Donc, c'est tout le travail de la communication non violente. Je ressens que j'ai des manques parce que y a des journées où j'ai besoin de contact et que tu n'es pas assez attentionné, parce que j'aimerais tellement que tu sois attentionné, parce que je me sens triste quand tu n'es pas attentionné, nanana. Donc je parle de moi en fait. Voilà. Et là, c'est pas attaquant. Si vous parlez de vous, c'est pas attaquant. Si vous parlez sur l'autre, vous l'attaquez en lui disant il fait faux. Donc évidemment, l'autre il se met en mode je suis une mauvaise personne, toi tu es une bonne personne. Non. Vous avez des manques et vous reprochez à l'autre de ne pas être une bonne personne. Non, mais vous avez des manques. Oui. Après, il y a un discours. Mais déjà, tu commences par dire, moi, je vis ça, je ressens ça, j'ai des manques, je remarque ça. Est-ce que ce serait possible ou pas possible? Est-ce que tu l'observes? Et toi, est-ce que tu as assez d'attention? Bon, vous allez discuter autour des problèmes d'attention. Mais ce n'est pas des reproches. Voilà. De mon expérience, j'ai souvent eu l'impression que c'est quand le partenaire goûte un peu à l'aspect exposé et de ses difficultés qu'il finit par prendre conscience. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen entre juste exposer ce que ça fait et le faire ressentir pour plus ou moins faire changer? Non, ce n'est pas la peine de faire œil pour œil, dent pour dent. Oui, non, bien sûr. C'est ça Puisque tu ne me regardes pas, je ne te regarde plus. Tu m'offres pas de cadeau, je t'offre plus de cadeau. Non. Après, la limite, c'est que parfois, vous pouvez parler de vos manques. J'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu m'offres des cadeaux. Si l'autre, c'est pas son truc, c'est pas son truc. J'ai besoin que tu fasses le ménage parfaitement et t'aimes pas faire le ménage. Pour toi, c'est des questions classiques. Et pour toi, c'est pas ta priorité. Tu passes 10 fois moins bien le balai que moi. C'est comme ça. À un moment donné, et alors, c'est pas sa priorité, c'est la vôtre. Donc prenez en charge vos trucs, assumez. C'est à vous personne ne vous demande, vous prenez une femme de ménage, je sais pas, vous assumez de faire parfait, mais vous n'allez pas emmerder votre prochain parce qu'il ne fait pas aussi bien que vous. C'est vous qui voulez que ce soit parfaitement bien fait. Lui, il s'en fout, c'est pas sa priorité sur le ménage. Ça, c'est des exemples que j'ai eus hier. Mais c'est classique, ça. On fait des reproches et je te mets ouais, c'est pas, tu t'occupes pas des enfants, tu fais pas le ménage. Ben, évidemment, mais vous aimez que ce soit parfait, l'autre, il s'en fout. Ce qui est prioritaire pour moi ne l'est pas pour toi. Il faut le comprendre, ça. Voilà. Donc, merci d'avoir participé. Et puis, au mois prochain, bonne fête de Noël. Et je mène un atelier...